Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. L'UE face au défi du Brexit alors que les Britanniques restent flous sur leur sortie. L'Europe des 27 a déjà commencé. Un débat aura lieu au Parlement en France demain. Au Sénat, c'est Jean-Marc Ayrault qui s'exprimera sur les suites du référendum. Analyse et décryptage dans cette édition. Victoire du oui à un aéroport sur la commune de Notre-Dame-des-Landes, un scrutin contesté par les opposants au transfert qui dénoncent une consultation illégitime alors que les zadistes sur place sont déterminés à rester. Reportage et débat à suivre. Vote de la loi travail demain au Sénat et nouvelle manifestation à Paris dans un climat tendu après les dégradations contre les locaux de la CGT et de la CFDT. On fera le point sur les modifications apportées par la Haute Assemblée dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, la consultation sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Elle a vu le oui l'emporter à 55,17%. Elle autorise donc le transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes. Mais ce scrutin pourrait ne pas régler la situation sur place entre l'évacuation des zadistes et le lancement du chantier. Le calendrier semble incertain. Marie Brémaud. L'exécutif veut désormais aller vite et passer à la vitesse supérieure. Ça a été promis par le Premier ministre, donc je pense que ceux qui ont voté oui l'attendent. Et donc je crois que les discussions entre le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont commencé pour savoir comment ils allaient procéder. En Loire-Atlantique, ils étaient 967 500 à être appelés à voter pour ou contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Oui. La réponse, oui à plus de 55%. Un résultat incontestable pour le président de la région Pays de la Loire. Les vrais démocrates, c'est ceux qui appliquent évidemment le scrutin. J'en ai parlé à Manuel Valls qui m'a dit la détermination du gouvernement à faire appliquer le résultat de ce scrutin. C'est-à-dire qu'il faudra que la ZAD soit évacuée pour que les travaux puissent commencer. Mais ceux qui veulent croire au futur dénouement devront composer d'abord avec les zadistes déterminés à continuer le combat et à occuper la zone. Des militants écologistes qui estiment depuis le départ que le référendum était une consultation biaisée. Un avis partagé par le leader d'Europe Écologie Les Verts. Quand il y a un projet d'aménagement qui est présenté comme un aéroport international du Grand Ouest, financé par 2 régions, Bretagne, Pays de la Loire, et également par l'État, et qu'on organise un vote sur uniquement un département, il y a une question. Manuel Valls souhaite que les travaux démarrent à l'automne. Les zadistes, eux, invitent le plus de monde possible à converger vers Notre-Dame-des-Landes et à résister. C'est demain que le Sénat doit se prononcer sur la loi travail lors d'un vote solennel. Le projet de loi El Khomri a été profondément remanié par la droite sénatoriale qui a entre autres fait sauter le verrou des 35 heures. Retour sur les principales modifications des sénateurs avec Géraldine Baboileau. Madame la ministre. 15 jours de débat, dans l'ensemble courtois, mais cela n'a pas empêché le Sénat, majoritairement à droite, de modifier le texte. Le fameux article 2 d'abord, celui qui fait prévaloir les accords d'entreprise sur les accords de branche. Une philosophie défendue par la majorité de droite qui fait sauter le verrou des 35 heures. Le gouvernement avait reculé face à la fronde des syndicats. Le Sénat a rétabli le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de condamnation de l'employeur pour licenciement abusif. Autre modification sur l'un des points phares du texte, le cadre des licenciements économiques. Le Sénat retient l'échelon national pour les licenciements au sein de multinationales, au motif que la situation économique sur le sol français prime. Adopté dans sa version modifiée par la majorité, l'article 10 permet aux syndicats représentant seulement 30% des salariés de valider un accord d'entreprise. Et en cas de blocage, le patron pourrait lui-même organiser un référendum. Enfin, le Sénat a doublé le niveau des seuils sociaux pour les délégués du personnel et les comités d'entreprise contre l'avis du gouvernement. Si la droite sénatoriale durcit la loi travail, le débat s'est surtout déroulé au sein de la gauche. Le groupe communiste a déposé à lui seul la moitié des amendements. La semaine dernière, les tensions entre le gouvernement et les syndicats se sont invitées dans l'hémicycle. Au moment où le ministre de l'Intérieur hésite à donner son autorisation à la manifestation qui est prévue jeudi, c'est un signal qui est donné pratiquement aux manifestants et aux casseurs qui les accompagnent, allez-y, de toute façon, vous serez amnistiés. On ne peut pas faire une loi conjoncturelle simplement en réagissant au climat ambiant que nous connaissons. Le vote solennel aura lieu demain
Et dans la foulée, une commission mixte paritaire réunira sénateurs et députés. Et dans notre multiplex, on retrouve tout de suite Saveria Rojek qui nous attend en direct de la salle des conférences pour une première réaction au défi de l'Europe face au Brexit. Saveria, vous êtes avec le sénateur Les Républicains Christian Cambon. Absolument Delphine. Christian Cambon, on commence à sentir poindre un désaccord entre Paris et Berlin, avec Angela Merkel qui appelle au calme, qui dit qu'elle comprend que les Britanniques ont besoin de temps, et à contrario François Hollande qui plaide, on l'a entendu tout le week-end, pour un divorce rapide. Qui a raison ? Je ne suis pas en mesure de dire qui a raison entre l'un et l'autre, mais je pense effectivement qu'il ne faut pas agir avec précipitation. On voit bien que le président de la République et le gouvernement français multiplient les poignées de main sur les perrons, les initiatives, les rencontres, les voyages. Moi, je pense qu'il y a un problème de fond. C'est que les Français et d'une manière générale les Européens ne sont plus exactement d'accord avec ce que l'Europe est devenue. L'Europe, elle s'occupe de 1000 petits détails de la vie quotidienne dont nous n'avons absolument pas besoin. À quoi sert que l'Europe décide de la composition du chocolat ou du roquefort si elle n'est pas capable de maîtriser la politique de réfugiés ou bien faire en sorte de combattre le chômage? Donc pour vous, c'est avant tout l'échec du projet européen, ce vote? Je pense que c'est une dérive qu'a connue l'Europe depuis trop d'années. De nombreux avertissements ont sonné. Ce qui s'est passé autour de la Grèce, l'affaire du référendum sur la Constitution dont on n'a pas tenu compte. Et donc maintenant, les peuples, effectivement, se réveillent et donnent leurs sentiments et prennent des initiatives qui peuvent surprendre les gouvernants. Et c'est à nous de bien comprendre ce qui s'est passé. Alors justement, sur le type de réponse qu'il faut apporter à ce vote, Nicolas Sarkozy estime qu'il est possible et souhaitable d'élaborer un nouveau traité d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut aujourd'hui un nouveau traité européen? Le principe du traité est une bonne chose. L'important, c'est de savoir ce qu'il y a dedans. Or, le fond du sujet, c'est de savoir si l'Europe va se concentrer sur de véritables compétences et laisser aux États la vie quotidienne des gens, ou bien si effectivement on va plaquer sur ces circonstances qui sont effectivement assez dramatiques, y compris pour les Anglais mais aussi pour les Européens, un nouveau traité dans lequel on fait des déclarations de bonnes intentions. Je pense que le temps n'est plus à ça. Il faut, s'il y a un nouveau traité, que ce traité dise à quoi sert l'Europe, de quoi va-t-elle s'occuper. Mais vous appelez à ce nouveau traité? Je n'ai pas la prétention d'appeler à un nouveau traité. Je pense de toute façon que les Européens, et tous les Européens, doivent se mettre tous d'accord. Parce que je vois une forme de dérive qui consiste à dire il y a un petit groupe qui va travailler ensemble. Mais si on n'est plus 28, on est 27. Et il ne faut pas laisser les autres pays, sinon les difficultés vont se multiplier et on va voir d'autres pays quitter l'Europe dans les circonstances de celles que l'on vient de vivre. Alors la Première ministre écossaise a réclamé ce matin un référendum sur l'Écosse. Londres, le gouvernement britannique a déclaré tout à l'heure que c'est la dernière chose dont le pays a besoin. Est-ce que c'est la prochaine crainte qu'on doit avoir que le Royaume-Uni éclate? Je pense que ça c'est une vraie crainte pour le coup, car les Écossais avaient prévenu. Et on avait réussi, j'allais dire, à les rattraper lors du précédent référendum. Cette fois-ci, comme les Écossais bénéficiant très largement de l'Europe veulent absolument rester ancrés à l'Europe, vont tout faire pour sortir d'une Angleterre qui n'accepte plus les règles communes européennes. Très bien. Merci beaucoup Christian Cambon d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup Saveria pour cette première réaction. Alors vous en parliez avec votre invité, alors que Paris met la pression sur Londres pour une sortie rapide de l'UE, David Cameron refuse de prendre la responsabilité et d'activer la clause de retrait. Le gouvernement britannique a néanmoins annoncé la création d'un département spécial qui devra commencer à travailler sur le Brexit. Cécile Sixou. 4 jours après le Brexit, première réunion des ministres britanniques. Pas de déclaration à la sortie, mais le gouvernement a décidé de créer un département spécial pour s'occuper du Brexit. Il s'est également opposé à l'idée d'un nouveau référendum pour l'indépendance en Écosse, une idée lancée hier par Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise. Plus de 60% des votants en Écosse ont voté pour rester. Chaque municipalité a voté pour rester en Écosse, c'est significatif. Donc dans tous les cas de figure, ma priorité est de protéger les intérêts de l'Écosse. Rien ne va plus non plus au sein des partis politiques. Chez les conservateurs, la campagne pour la succession de David Cameron s'est ouverte. Si Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, fait figure de favori, sa candidature est contestée au sein même du parti par les alliés du Premier ministre. D'ici le 2 septembre, date de désignation du nouveau chef de parti, les débats risquent d'être houleux.
Même ambiance chez les travaillistes où leur leader, Jeremy Corbyn, fait face à la fronde, accusé de ne pas avoir assez défendu le maintien dans l'Union européenne. Plus de la moitié de son cabinet fantôme a démissionné. Enfin, depuis la victoire du Brexit, les insultes xénophobes se multiplient, des incidents condamnés par David Cameron. Et Noura Hamadi nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Noura, bonjour Delphine. Journaliste spécialiste des questions européennes. Alors on vient de le voir dans ce reportage de Cécile Cixous, la Grande-Bretagne se déchire. Où est-ce qu'on en est des tractations au niveau européen avant le sommet crucial demain à Bruxelles? Eh bien écoutez Delphine, les tractations ont été bon train pendant tout le week-end depuis vendredi. Mais quoi de plus normal, on est désormais à 27 plus 1. Les rencontres, les coups de téléphone se sont donc succédés. On a vu Jean-Claude Juncker téléphoner à François Hollande. François Hollande qui a reçu Matteo Renzi samedi soir. Le groupe de Visegrad, c'est la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie qui se sont réunis. Les ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Berlin, mais des membres fondateurs en fait de l'Union européenne. Ça n'a pas arrêté absolument tout le week-end et on voit qu'on a énormément de mal à sortir une ligne directrice commune. D'où la réunion cet après-midi à Berlin auprès de Mme Merkel entre Matteo Renzi et François Hollande d'un côté, Donald Tusk, le président du Conseil européen, seulement. Après, l'idée de ces rencontres multilatérales, c'est d'essayer d'avoir donc une position commune à présenter à David Cameron demain lors de ce conseil donc, qui va démarrer pour la première fois à 27 plus 1. Ouais. Qu'est-ce qui ressort de ces rencontres, Nora? Eh bien, globalement, on est dans une cacophonie absolument complète et totale. La majeure partie des pays d'Europe souhaite tout de même accélérer le processus. On l'a dit et Cécile Cixous le disait dans son reportage. L'article 50, les Anglais sont plutôt dans l'optique de l'activer, mais d'ici quelques mois, quand la situation politique en Grande-Bretagne aura été réglée. Hors de question pour les Européens, mais plutôt du côté du président Hollande, de Matteo Renzi, de Jean-Claude Juncker. Il faut voir que Donald Tusk, qui est polonais, le président du Conseil européen, est lui plutôt un allié de la Grande-Bretagne, donc il a du mal à voir partir les Anglais. Idem côté Angela Merkel, qui, elle, propose de donner le temps aux Anglais de régler la question politique avant de se lancer dans ces négociations. Les ministres français, par ailleurs des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault et son homologue allemand, Frank Walter Steinmeier, ont eux carrément proposé en fait une volonté d'approfondissement politique de l'Union européenne, une fin de non-recevoir pour l'instant. On n'est pas dans cette séquence-là. Quoi qu'il en soit, le Parlement européen doit voter demain dans le cadre d'une session extraordinaire une résolution que Martin Schulz portera et cette résolution est claire et nette. Elle a déjà été discutée cet après-midi. Il s'agira d'accélérer le processus de notification de l'article 50 pour que l'Angleterre demande à se retirer de telle sorte à sortir de cette période d'incertitude. Ouais, mais qu'est-ce qui peut se passer demain, Nora? Eh bien écoutez, tout bêtement, demain, David Cameron va se présenter devant ses homologues pour venir faire une adresse en fait au Conseil européen, peut-être la dernière pour lui. Et il va falloir tout simplement mettre en place ce processus, venir s'expliquer. Là, ce sera ce qui va se passer, c'est que les 27 risquent de faire pression pour éviter, donc, comme je vous le disais, l'incertitude sur Cameron pour que ce soit lui qui entame ce processus et ne pas devoir attendre la rentrée prochaine avant que les choses se passent et sortir un petit peu de la tactique, puisque c'est comme ça que c'est globalement perçu au niveau européen. Ce sera surtout donc l'occasion pour les 27 ensuite de discuter collectivement de ce processus qui va devoir se mettre en place et de la suite à donner. Alors, est-ce que ce sera un conclave? Est-ce que ce sera, je ne sais pas, un référendum, des propositions quant à l'Europe qu'on va vouloir mettre en place demain? Tout ceci sera discuté cette fois-ci sans la Grande-Bretagne mercredi matin. Merci beaucoup Nora pour votre décryptage. C'est l'heure à présent de votre rendez-vous du lundi, rencontre avec un sénateur. Aujourd'hui, nous partons dans le Loir-et-Cher avec la sénatrice UDI-UC Jacqueline Gourault. Un département, vous allez le voir, durement frappé par les inondations début juin. Près d'un mois après, les habitants et les commerçants sinistrés ont encore du mal à reprendre le cours normal de leur vie. C'est un reportage de Samia Dechir à la Ferté-Saint-Cyr. Jacqueline Gourault, sénatrice du Loir-et-Cher, vice-présidente du Sénat. Nous sommes ici à la Ferté-Saint-Cyr, en Sologne, et nous allons rendre visite à une commune qui a subi de grosses inondations récemment et qui a été une des communes les plus touchées du Loir-et-Cher. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Comment tu vas? Et toi? Ça va mieux, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Jean-Paul Prince est le maire de la Ferté-Saint-Cyr, une ville traversée par le Cosson. Ses eaux sont redevenues paisibles, mais début juin, la rivière est montée jusqu'au pont. Tout est allé très vite, même le capitaine des pompiers s'est laissé surprendre. Dans les garages, on a eu 1,50 m, 1,60 m d'eau dans les garages. D'accord. Et puis après, dans la maison, vous voyez, on voit bien sur les
sur les vitres, vous voyez à peu près à la hauteur où c'est monté. Oui, je vois. C'est monté à cette hauteur-là, vous voyez. En gros, 1m35, 1m40 à l'intérieur de la maison. À l'intérieur, tout le mobilier est perdu, les murs sont imprégnés d'eau. C'est très émouvant de voir au fond les dégâts que l'eau fait dans les maisons, comment les maisons sont totalement dévastées. Ça permet de toucher du doigt, je dirais, la réalité et les problèmes que cela pose à tout un chacun. Sur les 600 maisons de la ville, 120 ont été inondées. Grâce à la solidarité, les sinistrés ont pu être provisoirement relogés. Mais la plupart des commerces gardent porte close. L'état de catastrophe naturelle a été décrété, mais la propriétaire de cette pizzeria ne se fait pas d'illusions sur les indemnités qu'elle touchera. La catastrophe naturelle ne nous aide pas forcément, parce que la franchise, elle est colossale, ça représente 10% des dommages. Parce qu'il y a catastrophe naturelle. Parce qu'il y a catastrophe naturelle. naturelle. Et s'il n'y avait pas eu catastrophe naturelle, la franchise était moins élevée? C'était une franchise fixe pour dégâts des eaux. Ce qui m'interpelle bien sûr en premier lieu, c'est le problème des assurances. Les témoignages qui vous disent que l'état de catastrophe naturelle finalement ne facilite pas toujours les indemnisations, mais au contraire, pour les affaires, par exemple, de franchise, va rendre les franchises plus élevées. C'est une chose que je ne savais pas, qui m'étonne. À quelques pas de là, la boulangerie est elle aussi fermée. Les dégâts se chiffrent à 300 000 €. Là, vous voyez, le four. Le four, lui, il a subi... Ah oui, en effet. Même schéma à la boucherie voisine, où toutes les machines sont perdues. Impossible de rouvrir boutique avant plusieurs semaines. Le manque à gagner est énorme. On n'a plus du tout de ressources, donc actuellement on attend les experts pour savoir comment ça va se dérouler. Et on n'en sait pas plus, ça fait quasiment un mois que le sinistre est arrivé, mais pour l'instant rien ne bouge. J'ai beaucoup réfléchi en faisant cette visite avec vous sur le fait que j'allais, notamment pour les commerçants, écrire au président de région que je connais bien, François Bonneau, pour lui dire, alors concrètement, comment on fait? Vous êtes responsable de la politique économique maintenant depuis la loi NOTRe. Comment on fait pour aider ces familles de commerçants qui n'ont plus de ressources? Pour la mairie aussi, la facture s'annonce salée. Au moins 200 000 € de travaux qu'elle n'a pas les moyens de payer. Le gouvernement a annoncé une aide exceptionnelle aux collectivités, mais personne ne sait encore de combien sera l'enveloppe. Jacqueline Gouraud, bonjour, sénatrice UDI-UC du Loir-et-Cher. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu, cette situation encore dramatique dans cette commune de La Ferté-Saint-Cyr. Après les inondations vient le temps des questions et des indemnisations. Est-ce que les départements finalement sinistrés ont été indemnisés à la hauteur de la catastrophe selon vous? C'est-à-dire que c'est un peu compliqué parce que pour l'instant rien n'arrive. Alors on a entendu parler d'aide de l'État, des départements, des régions, voire des municipalités, des intercommunalités, mais on ne sait pas très bien comment cela s'emboîte. D'ailleurs, je l'avais prévu, si je puis dire, puisque avec l'expérience, j'avais posé au ministre de l'Intérieur cette question, dans une question d'actualité récemment, en disant mais comment tout ça va-t-il se coordonner? Et je sens pour l'instant que les assurances prennent prennent les choses en main, mais avec des nécessités d'expertise, de temps d'assèchement dans les bâtiments, et ça ne va pas vite. Et comme vous l'avez vu, il y a des couples de commerçants qui sont, bien sûr, qui ont perdu leur outil de travail, mais qui en plus sont sans ressources, puisqu'ils ne travaillent plus, ils ne peuvent plus travailler. Donc il y a une solidarité qui doit se faire. Et après cette visite, je dois dire que je vais essayer à nouveau de demander une coordination entre tous ceux qui peuvent venir aider les sinistrés. On vous a entendu aussi dire que vous alliez interpeller le président de région. Comment fait-on en tant que sénatrice pour faire avancer les choses et accélérer le processus d'indemnisation, de remboursement de ces commerçants? D'abord, quand on est impliqué dans un territoire, le premier vice-président de la région est le maire de Blois, que je connais bien puisque je siège avec lui à l'agglomération blésoise. Je vais l'interpeller directement en lui disant « Écoutez Marc, comment fait-on maintenant pour répondre immédiatement
à ces sinistrés. Je dois préciser aussi une chose, c'est que les maires jouent un rôle absolument important. Ils ont joué un rôle important pendant l'inondation, parce qu'ils étaient là, sur le terrain, et que eux aussi vont essayer de faire accélérer les choses. Par exemple, le maire de La Ferté-Saint-Cyr organise une réunion le 8 juillet avec tous les acteurs politiques et les sinistrés pour essayer de faire avancer les choses. Ouais. Comment on en est arrivé à cette situation? Est-ce qu'il y a eu une défaillance en matière de prévention de ces inondations, selon vous? C'est un peu surprenant parce qu'on est dans une région, bien sûr, c'est la Loire, le fleuve important, mais la Loire n'a pas débordé. Ce sont des rivières secondaires, voire des tout petits ruisseaux qui ont débordé. Alors, certains pensent que ça n'est pas suffisamment entretenu, etc. Alors aujourd'hui, vous savez que les mairies et les intercommunalités n'ont pas la compétence gestion de l'eau et prévention des inondations, puisque c'est encore, ça n'est pas encore appliqué, puisque c'est la loi GEMAPI la loi MAPTAM qui a voté GEMAPI et qui va transférer en 2018 cette compétence. Là, il y a bien sûr une réalité, c'est qu'il a plu beaucoup, pendant 3 jours, sans interruption, avec des pluies très 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 fortes, sur des sols qui étaient déjà engorgés d'eau puisqu'il avait plu les semaines précédentes. D'autre part, moi je crois qu'il y a un phénomène très particulier dans notre département, c'est le phénomène forêt. Vous savez que la forêt, bien sûr, dans un premier temps, sert d'éponge, c'est-à-dire est un réceptacle des eaux, mais quand elle-même est saturée, si je puis dire, eh bien, la forêt relâche toute l'humidité. Et je crois que ça a, en Sologne, accentué les crues. Ouais. Mais il n'y a pas eu de problème d'entretien des forêts, notamment? Non. C'est des forêts qui sont des forêts soit domaniales, soit privées, qui sont, d'une manière générale, très bien entretenues. Ouais. Je crois qu'il y a, il faut le reconnaître parfois, des phénomènes climatiques, des phénomènes naturels qui prennent le pas sur l'homme, même si la prévention est toujours nécessaire. Et par exemple, moi j'ai mis sur pied, lorsque j'étais présidente de l'agglomération, c'est-à-dire en 2001, j'ai lancé un programme qui a été parfois très mal compris sur le Blésois, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on est heureux de l'avoir fait. Mes successeurs l'ont poursuivi. C'est ce qu'on appelle le déversoir de la Bouillie. Figurez-vous que dans un déversoir qui est fait pour accueillir l'eau quand il y a des inondations, eh bien, au cours des siècles, enfin du siècle dernier, s'est construit 150 maisons. Comme ça, on ne sait pas très bien comment, avec des gens de voyage qui se sont sédentarisés, d'autres populations. Et nous avons mené un grand projet avec le plan Loire Grandeur Nature de Michel Barnier, où nous avons, au fur et à mesure des cessions des maisons, nous avons racheté les maisons pour qu'il n'y ait plus d'habitants dans cet endroit. Et je crois que ça a été une très bonne idée, parce qu'aujourd'hui, ce déversoir nous a été utile dans les crues du Beuvron et du Cosson, qui sont les rivières concernées par ce que nous venons de voir à la télévision. Jacqueline Gouraud, je voudrais vous entendre sur la loi travail. On sait que le Sénat a terminé l'examen des articles et des amendements vendredi. Après 2 semaines, est-ce que le texte qui a été modifié par la Haute Assemblée vous convient ? Oui, il me convient globalement, même si c'est toujours perfectible. On a pu dire qu'il était peut-être trop libéral pour les centristes. Nous avons eu, je ne peux pas le cacher, de grandes discussions sur l'affaire des 35 heures. Alors, quand on voit, je dirais, ce qui est dit sur les ondes nationales, on dit que c'est la suppression des 35 heures. Ça n'est pas tout à fait cela, hein. Il s'agit de dire qu'il y a des accords d'entreprise et que s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, on peut aller au-delà des 35 heures, c'est-à-dire jusqu'aux 39 heures. Mais globalement, je crois qu'il y a eu un très bon travail de fait. Nous avons eu d'excellents rapporteurs et globalement, je crois que le groupe votera le texte, je dis bien le texte du Sénat. Parce que c'est toujours difficile à faire comprendre par les citoyens.
Quand on nous voit voter la loi travail ou la loi El Khomri, les gens se disent tiens, c'est bizarre, mais il faut expliquer, bien sûr, que c'est un texte modifié par le Sénat. Ouais, on a pu dire aussi que ce texte servait finalement de laboratoire en cas d'alternance en 2017 sur les propositions économiques. Est-ce que ce sont aussi les propositions décentristes? Moi, je vais vous dire, je suis tout à fait prudente par rapport à cette pensée ou ces déclarations. Je pense qu'on est, loin du scrutin présidentiel, 2, il y a l'étape des primaires qui concerne bien sûr les Républicains ici au Sénat, que la situation économique, politique et sociale évolue vite, qu'il y a des événements que nous ne maîtrisons pas, comme ce qui vient de se passer avec le Brexit. Je pense que les laboratoires, je crois qu'on a des grandes lignes, on a des grandes idées. Nous les défendrons au moment des présidentielles, mais ça n'est pas l'heure des programmes présidentiels ici au Sénat. Ouais, justement, vous en parlez, vous êtes proche de François Bayrou, qui soutient Alain Juppé. Si Alain Juppé n'est pas le candidat de la primaire de droite le soir du 27 novembre, est-ce que François Bayrou devra se présenter pour qu'il y ait une candidature du centre? En tout cas, lui a toujours dit que si les électeurs, les citoyens n'avaient comme choix sur la table qu'un choix entre Nicolas Sarkozy, François Hollande et Marine Le Pen, qu'à ce moment-là, il ferait ce qu'il faut. Je crois que c'est suffisamment clair. Oui, même si on sait que les sondages sont assez mauvais pour lui, entre 9 et 12% en ce moment. Ah ben moi, je ne trouve pas ça mauvais du tout. Ça prouve qu'il y a une famille politique centriste en France, qu'elle soit à 12% aujourd'hui comme base, parce qu'on a même vu des sondages où il était, lui, François Bayrou, à 14. Il y a une chose qui est certaine. S'il y a un candidat centriste, je suis sûre que ce doit être François Bayrou, parce qu'il porte cette famille centriste, il porte cette idée. Cette famille centriste continue d'exister grâce à lui. Et après une campagne, on peut imaginer que le score sera encore beaucoup plus haut. Merci beaucoup, Jacqueline Gouraud, d'avoir répondu à mes questions. C'est l'heure de la rubrique Alex refait le portrait. Bonjour Alex. Bonjour Delphine. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, moi ça va aussi. Madame Gouraud, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous voir. On va commencer cette chronique en parlant de politique. Comment êtes-vous arrivé en politique? J'ai cru comprendre que c'était un peu par hasard. C'est en allant à la Pharmacie, vous avez rencontré la belle-sœur de Valéry Giscard d'Estaing. L'histoire commence comme ça. Pour la campagne présidentielle de 1974, c'est vrai, qui me demande de m'occuper de la campagne de Valéry Giscard d'Estaing dans le Loir-et-Cher. Mais c'est ce qu'on appelle le conjoncturel. Il y a du structurel quand même derrière. Bon, la conclusion, c'est heureusement que vous n'avez pas croisé la belle-sœur de Jimi Hendrix. Ça aurait pu être plus rock, remarque. Oui, ben, on ne sait jamais. Vous savez, toute vocation est bonne à prendre. Alors la politique, c'est bien, mais l'histoire géo, c'est encore mieux. Vous allez même devenir professeur d'histoire géo et vous en avez gardé des séquelles. Parfois, lorsque vous présidez la séance au Sénat en tant que vice-présidente, j'ai l'impression de revoir la professeure d'histoire géo. Vous faites peur à tous les élèves, regardez. Qui est pour? Qui est contre? Eh bien, on va faire un assis debout pour la fin. Ah ben, c'est comme ça, hein. On ne peut pas faire autrement, parce qu'à un d'écart, moi, je fais un assis debout. Alors, qui est pour? Bon, bah si vous le prenez comme ça, moi perso, je suis pour. La politique, encore la politique, toujours. Vous êtes très proche de François Bayrou, Delphine l'a dit. Selon nos confrères de rue 89, il vous appelle même 10 fois par jour. Vous avez de la chance. Alors apparemment, il vous appelle pour un oui ou pour un non. C'est la mode en ce moment, avec tous les référendums, ça tombe bien. Alors certains disent que François Bayrou, pour lui, vous êtes un peu la France profonde. C'est quoi la France profonde, Madame Gouraud? Je suis pour lui quelqu'un qui a toujours été proche du terrain, qui a des racines dans le département où elle vit, et qui, je crois, par héritage paysan, a un certain sens du discernement, du bon sens, on dirait d'une autre manière, et qui reste bien les pieds sur terre. Et donc François Bayrou aime bien m'interroger, où on discute. Qu'est-ce que tu as entendu, par exemple, pour prendre un exemple récent, le Brexit. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as entendu sur le terrain? Qu'est-ce que disent les gens? Il se trouve que c'était la fête de l'école de ma petite fille, samedi. Comme beaucoup de monde. Et voilà. Et tous les gens m'ont parlé de ça.
tous les gens m'ont parlé de ça. Ils ne me parlaient plus de la loi travail, ils m'ont parlé de la sortie de l'Angleterre. Et les gens, à la fois interrogatifs, tristes, et en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Quelles conséquences ça va avoir pour nous, encore dans une France déjà en difficulté économique et sociale? Est-ce que ça ne va pas être encore quelque chose qui va se rajouter? Donc ils consultent le terrain en vous parlant. Il n'y a pas que la politique dans la vie, hein. Il y a aussi vos chevaux, bien sûr. Un de vos chevals a gagné le prix du président de la République en 1981, si je suis bien informé. Il paraît que c'est à partir de ce moment-là que François Bayrou a commencé à croire en vous. Bref, passons. Vous êtes une grande lectrice de polars. Il paraît des polars suédois, norvégiens. Qu'est-ce qui vous plaît dans les polars, plus que dans un autre genre de littérature? J'aime bien l'évasion. J'aime bien aussi le mystère et la démarche construite pour essayer de déceler la vérité et l'énigme dans le polar. Un peu comme en politique. Peut-être. Mais c'est quelque chose qui... Voilà. J'aime bien les romans d'une manière générale, mais j'aime bien les polars. Il paraît que vous aimez beaucoup les livres de Camilla Lackberg. Est-ce que vous avez lu le dernier livre? Non, il est sur ma table, mais je me le réserve. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est amateur de polar, on prend son temps pour le lire, et je me le réserve pour après le 22 juillet. Très bien, je suis triste parce que je vous l'avais acheté. En fait, c'était un cadeau que je voulais vous faire pour la fin de l'année. Je voulais vous le dédicacer, c'est pas grave, je vais le garder, je vais le lire. Je découvrirai Camilla Lackberg. Dernière question, ma chronique est terminée. C'était drôle. Est-ce que vous avez aimé? Je parle à la sénatrice Jacqueline Gouraud. Oui, bien sûr. Enfin, vous parlez à la femme parce que moi, je fais pas de différence entre ce que je suis dans la vie quotidienne, ce que je suis au Sénat, voilà, ou quand je suis avec des personnalités politiques. Je crois que c'est ça qui est important dans la vie, c'est d'être soi-même, toujours. D'accord, bon, c'est gentil, ça me fait plaisir. On va demander maintenant à la professeure d'histoire, Jacqueline Gouraud, est-ce que vous avez aimé ma chronique? Regardons. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Voilà, je crois que c'est clair. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci Alex, merci Jacqueline Gouraud. Il est 17h passé de 2 minutes, toujours en direct sur Public Sénat, toujours le rappel des titres. L'UE face au défi du Brexit alors que les Britanniques restent flous sur leur sortie. L'Europe des 27 a déjà commencé. Un débat aura lieu au Parlement en France demain. Au Sénat, c'est Jean-Marc Ayrault qui s'exprimera sur les suites du référendum. Analyse et décryptage dans cette édition. Victoire du oui à un aéroport sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Un scrutin contesté par les opposants au transfert qui dénoncent une consultation illégitime alors que les zadistes sur place sont déterminés à rester. Reportage et débat à suivre. Le tarif du pass Navigo va augmenter de 3 € le 1er août, passant ainsi de 70 à 73 €. Cette décision fait suite aux nouveaux engagements de l'État avec les 13 régions qui demandaient plus de liberté tarifaire sur les transports relevant de leurs compétences. Le détail dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, c'est le oui qui l'a emporté hier suite à la consultation qui s'est tenue dans plus d'1 millier de bureaux de vote dans 212 communes du Loire-Atlantique. Cela a donné le feu vert au gouvernement pour transférer l'aéroport de Nantes sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Bruno Retailleau, président LR de la région et sénateur, salue la victoire du bon sens. On l'écoute au micro de Jean-Jordan Klein. La règle du jeu, c'est celle de la démocratie. Tous celles et ceux qui, depuis des mois, nous font des leçons de démocratie et qui, aujourd'hui, ne voudraient pas respecter le verdict des urnes, du scrutin, sont hors du champ de la démocratie. Les vrais démocrates, c'est ceux qui appliquent, évidemment, le scrutin. J'en ai parlé à Manuel Valls, qui m'a dit la détermination du gouvernement à faire appliquer le résultat de ce scrutin. C'est-à-dire qu'il faudra que la ZAD soit évacuée pour que les travaux puissent commencer. Les présidents de région à Matignon au programme de nouveaux engagements communs en matière de formation et de transport ferroviaire. Le détail avec Jordan Klein. C'était un rendez-vous important pour les futures prérogatives des régions qui obtiennent de l'État une enveloppe de 600 millions d'euros. Au menu des discussions, les transports. Les lignes desservant les territoires reculés diminuent. Pour le président des régions de France, il est temps de réagir. Les trains d'équilibre du territoire, c'est les intercités, avec une situation qui est assez délicate puisque en l'espace de quelques années, on est passé d'un déficit de 200 millions à 400 millions d'euros. L'État a décidé de garder 4 de ces lignes.
Aujourd'hui, la question se pose du transfert vers les régions de l'essentiel de ces lignes. Pas d'accord ce matin sur les transports, mais les attentes des présidents de région sur ce point restent fortes. Autre point sensible en discussion, la santé. Travailler sur la démographie médicale, en fait la diffusion de tous les territoires ruraux pour pouvoir bénéficier de professionnels de santé formés. Cet après-midi, les présidents de région rencontrent Myriam El Khomri. Objectif, faire le point sur le plan 500 000 formations voulu par François Hollande, 4 mois après son coup d'envoi. Et à noter que la grande région issue de la fusion Aquitaine-Limousin et Poitou-Charentes s'appelle désormais Nouvelle-Aquitaine, un nom approuvé majoritairement ce matin à Bordeaux par l'Assemblée plénière du Conseil régional, présidée par le socialiste Alain Rousset. Alors que Paris met la pression sur Londres pour une sortie rapide de l'Union européenne, David Cameron refuse toujours de prendre la responsabilité d'activer la clause de retrait. Le gouvernement britannique a néanmoins annoncé la création d'un département spécial qui doit commencer à travailler sur le Brexit. Cécile Sixou. 4 jours après le Brexit, première réunion des ministres britanniques. Pas de déclaration à la sortie, mais le gouvernement a décidé de créer un département spécial pour s'occuper du Brexit. Il s'est également opposé à l'idée d'un nouveau référendum pour l'indépendance en Écosse, une idée lancée hier par Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise. Plus de 60% des votants en Écosse ont voté pour rester. Chaque municipalité a voté pour rester en Écosse, c'est significatif. Donc dans tous les cas de figure, ma priorité est de protéger les intérêts de l'Écosse. Rien ne va plus non plus au sein des partis politiques. Chez les conservateurs, la campagne pour la succession de David Cameron s'est ouverte. Si Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, fait figure de favori, sa candidature est contestée au sein même du parti par les alliés du Premier ministre. D'ici le 2 septembre, date de désignation du nouveau chef de parti, les débats risquent d'être houleux. Même ambiance chez les travaillistes où leur leader, Jeremy Corbyn, fait face à la fronde, accusé de ne pas avoir assez défendu le maintien dans l'Union européenne. Plus de la moitié de son cabinet fantôme a démissionné. Enfin, depuis la victoire du Brexit, les insultes xénophobes se multiplient, des incidents condamnés par David Cameron. Et on ouvre le débat avec mes invités sur ce plateau. Olivier Cadic, bonjour. Sénateur UDUC, vous représentez les Français établis hors de France. Merci d'être avec nous. Jean-Yves Lecomte est également sur ce plateau. Bonjour. Sénateur socialiste, vous représentez également les Français établis hors de France. Avec nous également Robert Rochefort, bonjour. Député européen du Sud-Ouest. Vous êtes vice-président du MoDem. Et Christopher Denby qui est avec nous. Bonjour. Vous êtes économiste chez Saxo Bank France. Messieurs, première question. On a vu ce week-end, il fallait très vite acter le divorce du Royaume-Uni avec l'Europe. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas si facile, Jean-Yves Lecomte, avec peut-être une divergence d'appréciation entre Paris et Berlin. Angela Merkel qui déclare comprendre que Londres ait besoin finalement de temps pour prendre sa décision. Qu'en pensez-vous ? On était tellement surpris finalement. On pensait que finalement ce vote était... Le vote pour le Brexit était impossible. Et puis finalement, la surprise. Mais on est quand même assez touché de la déflagration, parce que tout a été dit pendant la campagne, finalement, sur les risques d'un vote positif en faveur du Brexit. Et maintenant, on a l'impression que on découvre la Lune. Mais finalement, on savait tout ça. Que ce soit les risques en Grande-Bretagne, que ce soit les difficultés pour négocier la sortie. Et effectivement, en tout état de cause... même si, compte tenu de finalement la situation relativement fragile de l'Union européenne aujourd'hui, on a bien envie de dire, écoutez, on va vous faire mal puisque vous voulez partir, et il faut partir vite. D'un autre côté, il est clair que si on fait mal à la Grande-Bretagne, on va aussi se faire mal à l'Europe. Donc on est quand même obligé de prendre son temps pour voir un peu comment les choses vont se passer. On négocie les accords de libre-échange avec des pays, et là on va simplement dire du jour au lendemain on va fermer les frontières, donc c'est pas sérieux. Olivier Cadic, on voit qu'on est quand même en pleine confusion, même si effectivement beaucoup de choses ont été dites pendant la campagne. Aujourd'hui on voit les déclarations de David Cameron qui dit que le Royaume-Uni ne doit pas tourner le dos à l'Europe. Alors est-ce que c'est possible encore maintenant ? C'est nécessaire. Je ne vois pas comment le Royaume-Uni peut faire sans l'Europe. Donc David Cameron n'a pas fait mystère que lui souhaitait que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne.
Le problème qui se pose aux Britanniques, c'est que justement, à partir du moment où le Premier ministre a démissionné ou va démissionner, un autre Premier ministre, un autre gouvernement doit appliquer la volonté exprimée par les Britanniques lors du référendum. Maintenant, effectivement, on comprend bien qu'il faut que le manche soit transféré. David Cameron a été réélu, l'an dernier, les conservateurs ont redégagé une nouvelle majorité avec un programme de gouvernement. Ce programme, c'était justement de modifier les règles pour pouvoir faire le référendum et l'emporter. Il se trouve qu'ils ont échoué. Un nouveau gouvernement doit arriver et il faut un peu de temps pour le faire. Ouais, c'est un défi effectivement pour l'Europe. Avec vous, Robert Rochefort, comment voyez-vous cet après-Brexit? Est-ce que ça peut être aussi l'opportunité pour la France, mais aussi l'Allemagne, ce couple franco-allemand, de reprendre la main sur la construction européenne? Il le faut, on n'a pas le choix. Vous savez, le Brexit a eu lieu. Ce n'est pas la peine maintenant de refaire la campagne ou de refaire le match. Nous sommes devant une situation. Il ne s'agit même pas de faire des prévisions. Il s'agit d'avoir une exigence et de considérer que notre devoir est effectivement que l'Europe ne sombre pas et, comme on dit toujours dans la vie, de faire un inconvénient en avantage. Alors, effectivement, je pense que dans la période présente, il faut que le couple franco-allemand se reforme. Il est en mauvais état et malheureusement, je ne crois pas qu'il soit absolument parfait de faire ce que l'on sait qui se trame actuellement, c'est-à-dire, alors certains disent l'italien avec M. Renzi, d'autres disent les pays fondateurs. Tout ça, c'est très très bien, mais à condition que les Français et les Allemands soient d'accord. Si les Français et les Allemands ne sont pas d'accord, alors on fait une stratégie de billard, on joue les Italiens en alliance les uns contre les autres, etc. Et ça, c'est très très mauvais. Et évidemment, la question que l'on se pose tous, c'est alors que François Hollande est à moins de 10 mois de la fin de son mandat et que Mme Merkel, de la même façon, est à un petit peu plus d'un an de la fin du mandat de la majorité qu'il a portée au pouvoir, comment ces deux personnages-là, au-delà de leur psychologie personnelle, sont-ils par ailleurs des hommes et des femmes d'État, mais au-delà de leur psychologie personnelle, leur calendrier politique fait que malheureusement, il est peu probable qu'ils prennent l'initiative qu'il faudrait qu'ils prennent. Alors au moins qu'ils la préparent, et effectivement, il faudra, qui que ce soit qui soit la tête de ces deux pays, que dans un an, le couple franco-allemand soit le moteur d'un renouveau et d'une relance de l'Europe. Alors on voit bien pour les enjeux politiques, Christopher Dembicq avec vous, les conséquences d'un point de vue économique de ce Brexit. Est-ce que, comme vient de le dire Robert Rochefort, on peut transformer cet inconvénient en avantage? On a entendu déjà Valérie Pécresse dire qu'elle pouvait largement accueillir toutes les banques de la City si elle voulait en France, à Paris. Alors effectivement, il ne faut pas voir, le Brexit est acté dans tous les cas, il faudra s'en accommoder probablement. Ce qu'il faut voir, c'est comment tirer de cet inconvénient effectivement une vraie opportunité. Il y a une fenêtre d'opportunité qui est assez intéressante. Effectivement, les banques, notamment le secteur bancaire, pourraient être relocalisées en partie au niveau européen. Mais il faut bien reconnaître que malheureusement, la place de Paris est moins attractive que la place de Francfort ou encore que le Luxembourg. Donc il faut essayer de rendre cette place beaucoup plus attractive. Ça passera inévitablement, probablement par une incitation fiscale pour que les entreprises britanniques s'installent en France. Je pense que c'est le point qui est essentiel aujourd'hui pour renforcer l'attractivité, sachant qu'au final, en termes de technicité, nous avons une main-d'œuvre qui est extrêmement qualifiée, qui correspond parfaitement aux besoins de la finance, mais le biais qui penche du mauvais côté, c'est effectivement cet aspect fiscalité qui est beaucoup trop importante au niveau français. Jean-Yves Leconte, je reviens aussi au débat parlementaire qui aura lieu demain ici au Sénat et également à l'Assemblée nationale. Qu'attendez-vous des déclarations de Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, qui doit porter la voix de la France demain devant les sénateurs? Déjà, comment faire pour gérer cette période d'incertitude? Parce qu'il est clair, après ce qu'a dit David Cameron vendredi, que ce n'est pas son gouvernement qui portera la responsabilité d'activer la sortie de la Grande-Bretagne. Avec un risque de blocage, ça peut prendre des années. Ça veut dire qu'en fait, on sait que le Brexit va arriver et on ne sait pas quand. Et si ça peut durer. Il faut que la Grande-Bretagne se dote d'une majorité qui est capable de porter le Brexit. Ça va peut-être être difficile. On comprend même que ceux qui ont fait la campagne pour le Brexit, finalement, aujourd'hui, n'assument pas ce qu'ils ont dit. Mais voilà, c'est la première chose. Donc, gérer cette incertitude. Et deuxièmement, même si je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut que la France et l'Allemagne travaillent ensemble, ne pas donner effectivement l'impression que c'est la France et l'Allemagne qui vont donner le la pour tous les autres. Parce que aujourd'hui, finalement, un musicien pour donner le la. Oui, c'est pas l'orchestre qui donne le la. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le leadership franco-allemand est si malade et il y a de tellement gros décalages, même dans ce leadership, entre ce que veut la France et ce que
perçoit la France et ce que perçoit l'Allemagne, que finalement les autres pays européens s'en rendent compte et se réunissent à côté. Et par conséquent, aujourd'hui, et là je pense qu'il faut vraiment être capable de réagir ensemble, tout en ayant bien conscience que finalement le choix que les Britanniques ont fait vendredi, c'est un choix qui remet presque en cause 500 ans finalement d'orientation vers l'Europe pour finalement que la Grande-Bretagne, qui a toujours voulu peser, depuis Jeanne d'Arc, même avant, sur les orientations de la politique européenne, et là d'un seul coup, il tourne le dos à ça. Je ne suis pas certain que ça va durer très longtemps. Mais en tout état de cause, l'Europe doit pouvoir se mettre en état de marche sans la Grande-Bretagne, puisque voilà, telle a été sa décision. Ouais, cette Europe des 27 qui a certainement déjà commencé. Olivier Cadic, vous qui vivez à Londres, comment ça a été vécu par les Français outre-Manche ? Écoutez, une grande surprise. Le Royaume-Uni, par tradition, accueille les gens d'où qu'ils viennent. Et la sensation de vivre chez soi, d'un monde cosmopolite, et d'être toujours le bienvenu. Or, depuis quelques semaines, quelques mois, on a cette sensation qui montait, comme quoi on n'était plus les bienvenus. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a été très dur à encaisser par les Européens. Et aujourd'hui, on discute beaucoup de ça. Alors, il y a eu aussi des actes. On commence aujourd'hui, j'ai entendu pendant le journal, c'était évoqué, mais ces actes-là d'un racisme ordinaire ou d'une xénophobie ordinaire, qui est d'ailleurs toujours extraordinaire, mais ça s'est révélé, c'est nouveau en Angleterre, on n'imaginait pas que ça puisse se passer. Et donc ça, on l'a vu émerger. Et on peut regarder, on peut discuter comme ça très tranquillement, l'Europe, on va voir comment ça va se passer. Mais sur le terrain, il y a des gens qui sont impatients. Ils ont voté et ils veulent que ça s'arrête. On leur a fait avaler le truc, comme quoi l'immigration, on va la stopper, on va l'arrêter. Donc ils attendent quelque chose aujourd'hui. Et les crispations que l'on sent dans le pays, nous, on les mesure tout de suite. Et je ne crois pas qu'ils vont avoir tant de temps que ça. Parce qu'il y a une vraie attente maintenant sur le terrain pour ceux qui ont voté. Et je crois qu'au niveau politique, effectivement, il doit y avoir une réponse nationale à l'intention des Britanniques. Je trouve très bien que le Premier ministre lui-même n'ait pas évacué ce qui se passe actuellement sur le terrain pour dire que ces actes seront condamnés et poursuivis. Moi, je veux m'adresser aux Français qui vivent au Royaume-Uni. Chaque fois qu'il y a un acte, des insultes dans la rue, comme on l'a déjà reçu, des actes où on envoie des choses sur votre maison, eh bien, à chaque fois, ça doit être dénoncé à la police. Il doit y avoir une plainte qui doit être enregistrée. On ne doit jamais baisser les yeux. Est-ce qu'on peut craindre un effet boule de neige, Robert Rochefort, avec déjà moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas à l'effet de boule de neige. Avec la question de l'Écosse aussi. Attendez, ça c'est un autre sujet. Que la Grande-Bretagne soit aujourd'hui en grande difficulté, autant si ce n'est plus que l'Europe, la réponse est oui. Parce que les Écossais, parce que les Irlandais, parce que à mes collègues qui sont les Français de l'étranger, j'allais dire Gibraltar pour les Anglais qui sont en dehors de l'île britannique en tant que telle. Mais demain, le Parlement européen va aussi se réunir en session extraordinaire. Et en tout cas, ce que nous allons dire, c'est il faut que ce qu'on appelle l'activation de l'article 50, c'est-à-dire l'annonce par le gouvernement britannique qu'il veut sortir, il faut que ce soit extrêmement rapide. Parce que je veux dire qu'il y a trois négociations. Il y a quand est-ce qu'ils sortent l'article 50, ensuite il y a 2 ans pour négocier la sortie. Pendant ces 2 ans, il ne se passera rien, enfin je veux dire, l'Angleterre restera dans l'Union. Puis il y a une 3e négociation. Qu'est-ce qui se passera entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne une fois qu'ils seront sortis? Donc ça, il ne faut absolument pas être avec cette espèce de gangrène possible qui est je ne sais pas s'ils vont présenter ou pas l'article 50. Alors pourquoi je ne crois pas à une contagion? Parce que j'étais en Grèce il y a 15 jours. La Grèce aussi a failli sortir. La Grèce n'est pas sortie. Parce que je crois qu'il faut vraiment être anglais pour avoir le péché d'orgueil de penser que dans le monde de demain, un pays aussi grand que le Royaume-Uni peut survivre tout seul. Et quand vous êtes en Grèce ou quand vous êtes dans plein d'autres pays, vous pouvez avoir des contestations par rapport à Bruxelles. Vous pouvez avoir des montées de type populiste. Mais quel est l'autre pays, je n'en vois pas beaucoup en Europe, qui puisse se dire nous y arriverons tout seuls. Alors non, c'est pour ça que je ne crois pas à cette contagion. Par contre, qu'il y ait une contagion de désamour de l'Europe et qu'il faille changer les choses radicalement, là la réponse est évidemment oui. Avant de vous donner la parole à Jean-Yves Lecomte, Christopher Denby, il faut rapidement assainir la situation, clarifier les liens du Royaume-Uni avec l'Europe, notamment sur les marchés, pour peut-être apaiser cette incertitude qui règne actuellement. Complètement, c'est l'urgence aujourd'hui, on l'a bien vu, même si les marchés
financiers se sont un peu rétablis, ils restent quand même dans le rouge et la place de Paris en rouge de moins 3% à l'heure actuelle. On est donc dans une tendance qui reste extrêmement fragile. Le problème, c'est pas vraiment ce qui se passe sur les marchés, c'est du court terme. Le problème, c'est comment les investisseurs vont réagir aux incertitudes liées au Brexit. Et donc là, ça voudra se traduire par une baisse probable de l'investissement, que ce soit des deux côtés de la Manche d'ailleurs, et surtout un impact négatif sur la croissance. Sachant que la reprise économique en zone euro reste extrêmement fragile, y compris en France, le Brexit est la pire nouvelle qu'on pouvait attendre parce que ça va avoir un effet vraiment délétère sur la création de richesses dans les prochains mois, tout en considérant que finalement, peut-être que le Royaume-Uni s'en sortira un peu mieux parce que sa situation est déjà beaucoup plus saine que le reste de l'Union européenne. Ouais. Vous y croyez à cette analyse finalement, Jean-Yves Lecomte, que le Royaume-Uni s'en sorte mieux finalement que l'Europe? Écoutez, si le Royaume-Uni était en condition de s'en sortir mieux que le reste de l'Europe, ce vote irrationnel, complètement contraire à son histoire, n'aurait pas eu lieu jeudi dernier. Si justement ce vote a eu lieu, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient tellement au fond du trou, qu'ils n'ont même pas été capables de croire les gens qui leur disaient « vous êtes au fond du trou, si vous votez pour la stabilité, ça sera encore pire ». Ils ne l'ont pas cru, ils ont préféré se dire « de toute façon, on n'a rien à perdre ». Et c'est pour ça qu'ils ont voté. Donc on ne nous dise pas que c'est parce que le modèle britannique est un modèle parfait en Europe qu'il faut suivre. Au contraire, c'est bien parce que ce modèle est en crise que nous avons une décision tellement irrationnelle. Et par conséquent, il faut aussi, parce qu'il y a un deuxième pays malheureusement, qui est dans la même situation, qui finalement est aussi spécifique que la Grande-Bretagne de ce point de vue-là, et qui est capable d'imaginer un jour que tout seul, ça sera mieux qu'ensemble. Malheureusement, c'est notre pays. On le voit aujourd'hui, quand on voit Jean-Luc Mélenchon finalement quasiment sauter de joie à la victoire de Boris Johnson, on voit bien que finalement, il y a aujourd'hui une espèce d'alliance de toutes les forces irrationnelles par rapport à une analyse précise du rôle que l'Europe et la France en Europe doivent avoir, et c'est assez inquiétant. Ouais. Olivier Cadic, sur ce risque de Frexit en France, est-il réel maintenant? Mais je pense que ça serait une erreur de penser que les Britanniques ont voté que contre l'Union européenne. Je pense que, à la différence de Jean-Yves Lecomte, mais moi je vis dans le pays, il y a une partie du pays qui ne fonctionne pas avec la mondialisation, qui en a peur, qui se sent délaissé, et on retrouve ça dans notre pays. Et on le retrouve dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne. Donc on a cette fracture qui se fait. Alors c'est vrai que l'Union européenne, si vous voulez, l'Europe, c'est l'exutoire pour toutes ces politiques-là. C'est facile de dire, allez, c'est de la faute de l'Union européenne si on a des problèmes. Et puis on va sortir de l'Union et on verra qu'ils auront les mêmes problèmes. Ces personnes-là auront les mêmes problèmes. Donc on a un problème qui risque de nous arriver, nous aussi, l'année prochaine, qui se fera au travers de notre élection présidentielle. Et je pense qu'on doit écouter ce qui s'est passé, ne pas trop... il faut régler notre problème au niveau de l'Europe, mais il ne faut pas penser que ça n'est que là qu'on a un problème. On a un autre problème aussi dans la façon dont fonctionne la politique en général, et des gens se sentent effectivement plus écoutés et sont prêts à se tourner vers les marchands d'illusions. C'est ça la constatation. Et en ce sens-là, je partage ce que vient de dire Jean-Yves Lecomte. Ouais, Robert Rochefort, vous évoquiez le rôle crucial qu'aura joué le couple franco-allemand, mais il va, avant peut-être de passer à l'offensive, à l'initiative, résoudre de nombreux problèmes. On voit notamment cette crise des migrants où là, l'Europe n'a pas su apporter une réponse satisfaisante, et ça a beaucoup joué. On l'a vu dans le vote. C'est un très bon exemple, la crise des migrants. Malheureusement, c'est un malheureux très bon exemple. Et c'est pour ça que je suis d'accord d'ailleurs avec ce qui vient d'être dit. Quand on dit que l'Europe ne fonctionne pas, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, ça veut dire que les chefs d'État n'arrivent pas à s'entendre. C'est uniquement ça que cela veut dire. Parce qu'il n'y a pas à Bruxelles, quelque part, ni même le Parlement européen à Strasbourg ou à Bruxelles, un endroit où on prend des décisions tout seul qui s'imposent à l'Europe. Toutes les décisions importantes... Quelle réponse à cette crise de la gouvernance en Europe? Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, justement... C'est certainement pas en ayant des pays de plus en plus indépendants les uns des autres, donc devant se concerter sur chaque cas. C'est un peu ce que souhaitent les gens qui veulent le retour à des États-nations qui seraient totalement indépendants. Moi, je vous dis que ça n'avancerait pas à grand-chose. C'est aussi pour ça, tout à l'heure, quand je plaide pour le couple franco-allemand, c'est parce que nous sommes arrivés avec, autour de la table, donc 28 et maintenant 27 chefs d'État et de gouvernement. Quand on fait vivre l'illusion de dire que c'est un collège dans lequel les choses sont équilibrées, dans lequel d'une certaine façon chacun a le droit de s'exprimer, chacun parle du même poids, mais il y a une dilution de la possibilité de prendre des décisions, il y a une dilution des rapports de force qui sont les rapports de force naturels. C'est pour ça qu'il faut surtout pas, dans les 2 ans qui viennent,
que nous soyons dans la technique ni même dans le juridique. Il faut que nous revenions à fond dans la politique. C'est-à-dire que l'on sache ce que l'on veut faire, qui sont les leaders en Europe pour faire quelque chose de nouveau. Moi, je pense qu'effectivement, c'est les pays fondateurs avec la France et l'Allemagne à l'origine. Ensuite, la zone euro. Mais je dis même ensuite la zone euro. Parce qu'il y a aujourd'hui dans la zone euro des pays qui n'ont pas, comment dire, la même sensibilité et le même désir de revenir aux origines du projet européen. Donc il faut refaire de la politique. Il faut effectivement avoir plus de démocratie. Il faut que le peuple se sente mieux représenté. Mais il faut surtout que les chefs d'État et de gouvernement arrêtent de jouer à cache-cache, arrêtent de se cacher derrière l'Europe quand il y a une mauvaise décision à prendre, de ne pas l'assumer et de ne pas s'entendre, comme ça a été le cas sur les migrants. En particulier, tenez, alors entre Mme Merkel et M. Hollande, ça a été spectaculaire. Christopher Dembicq, est-ce que ce risque d'un Frexit, pour employer cette expression, a été anticipé aussi ou a été examiné de près ? Pour l'instant, les marchés financiers, et même globalement, je pense que la plupart des économistes n'y croient pas. Il y a une configuration, je pense, qui est identique en France, en Allemagne, et en France, en Allemagne, y compris d'ailleurs, et au Royaume-Uni, c'est finalement l'accroissement des inégalités au cours des dernières années. C'est lié notamment au fait qu'on a des politiques, y compris monétaires, qui ne sont pas adaptées, qui favorisent les inégalités de richesse. Mais dans le même temps, la possibilité d'un Frexit paraît sur du court terme, à la fois, je pense, politiquement assez improbable, au regard des sondages, etc. Et je doute, d'ailleurs, le sondage le montre bien, qu'il y ait une adhésion à un quelconque programme économique à cet égard. J'ai pu échanger avec M. Philippot il y a quelques jours de cela. Force est de constater qu'il n'y a pas de vision économique en cas de Frexit. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est le vide. Et du côté britannique, on est dans la même circonstance. Simple différence. Du côté britannique, ils ne font pas partie de la zone euro, donc disons qu'il y a une facilité à en sortir, alors que du côté français, ça voudrait aussi certainement dire sortir de la zone euro, revenir au franc. Ce serait une catastrophe économique. Je ne vois pas dans quelles conditions on pourrait faire cela. Ouais, Jean-Yves Leconte, on a vu la contestation aussi de ce référendum. Sans faire de parallèle, on voit aujourd'hui avec la consultation sur Notre-Dame-des-Landes qu'il y a aussi un problème de légitimité démocratique de ces consultations. Quel est votre avis ? Bon, en l'occurrence, là, il n'y a pas de légitimité démocratique. Elle est totalement légitime. Elle était annoncée. Voilà, c'est fait. Maintenant, même si on a vu déjà des pétitions en ligne. Oui, mais la pétition, elle datait d'avant et c'était quelqu'un qui était favorable au Brexit qui l'avait lancé au cas où ça ne marchait pas. Enfin, ça, c'est pas très grave. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'il trouve une majorité pour aller plus loin. Le paradoxe par rapport à ce qui a été pour aller plus loin, donc en fait, trouver un gouvernement britannique qui est capable d'assumer les conséquences de l'activation de l'article 50. Et ça ne va pas être simple. Mais en tout état de cause, le paradoxe de tout ça, c'est que je ne suis pas sûr, si on avait explicité mieux le projet européen, que ça aurait aidé au référendum britannique. Bon, compte tenu des spécificités du Royaume-Uni. Toutefois, c'est vrai que ça fait 25 ans qu'on n'a pas changé les architectures de l'Union européenne. Enfin, ça fait 25 ans qu'on a des chefs d'État qui ont oublié de montrer un cap et qui aujourd'hui sont des agents de maintenance et qui, à chaque fois qu'il y a un boulon qui casse, ils disent « Ah, c'est la faute de l'Europe ». Pour un nouveau traité, alors, voilà, donc ça, en tout état de cause, il faut effectivement aujourd'hui enfin montrer la voie. Parce qu'on ne peut pas rester au milieu du chemin. On a mis tellement de politiques ensemble et on n'a pas construit la gouvernance démocratique qui va avec. Et on le voit sur la crise des migrants, on le voit sur l'euro, et tout ça doit être simplifié, lisible et clair pour demander aux citoyens européens si effectivement on a mis des politiques ensemble. Maintenant, il faut qu'on les contrôle ensemble. Je ne suis pas sûr que si on avait dit ça aux Britanniques, ça aurait changé le résultat. Mais en tout état de cause par rapport au projet européen, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Olivier Cadic, ça doit passer par un nouveau traité selon vous ? Alors, en tout cas, il faut redéfinir un nouveau cap pour s'assurer, avant de faire un traité, s'assurer si on est bien d'accord sur le port vers lequel on veut s'orienter. Parce que beaucoup de monde parle, on dit qu'on veut tous l'Europe, mais quand je vois la première réaction suite au Brexit, de dire « Ah bah tiens, la région parisienne veut récupérer », et puis voilà, et puis Hambourg va faire la même chose, Amsterdam et tout ça. Voilà, donc c'est pas une approche très européenne. Vous voyez, on se concerte pas avant, chacun y va de façon désordonnée. C'est un petit peu ça qui fonctionne pas. Donc, faut déjà fixer le cap. Où est-ce qu'on veut aller ? Et moi, je crois à une Europe fédérale. Donc, c'est ce que je souhaite. Et une fois qu'on se met d'accord pour faire une Europe fédérale, on dit comment on fait le traité pour l'atteindre. Mais il faut déjà se mettre d'accord sur le cap. Après, c'est de la technique. Et moi, je me souviens bien que quand on a dû discuter, faire le référendum sur la Constitution européenne, les gens n'ont pas voté sur la Constitution. Ils ont voté la question du plombier polonais. Et là, on n'a pas voté sur l'Union européenne la semaine dernière sur le Brexit. On a voté sur les questions de migration. Voilà, à chaque fois, on ne vote pas sur le sujet. Regardez tous les référendums sur l'Europe qui viennent de se passer en Europe, ils ont tous été perdus. Aux Pays-Bas, en Irlande et ainsi de suite. C'est ça, au Danemark, c'est ça notre problème. C'est effectivement le risque qu'un référendum se transforme en consultation pour ou contre un gouvernement et sanctionne finalement un gouvernement, Robert Rochefort. Oui, bien entendu. Et en plus, au Royaume-Uni,
c'était même pas quelque chose qui portait sur la question des migrants, c'était quelque chose qui portait sur la nostalgie de retrouver la grandeur de la Grande-Bretagne et de se dire, si on quitte l'Union européenne, nous allons retrouver la Grande-Bretagne et cette nostalgie. Donc évidemment, c'est pas cela. Moi, je pense qu'il faut remettre tout à plat. Il faut refaire un texte fondateur, qui soit un texte effectivement, probablement qui modifie ce qu'était le... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Schuman, pour Monnet, pour les pères fondateurs, mais il y a deux choses qu'il faut qu'on aborde différemment d'eux. D'abord, le rapport à la démocratie. Eux, à l'époque, c'était, d'une certaine façon, ils comprenaient, et l'idée qu'il puisse y avoir des gens qui savaient à la place du peuple, c'était quelque chose qui était presque toléré à l'époque. Et deuxièmement, oui, je crois qu'il faut aussi qu'on modifie l'idée que on doit toujours aller de l'avant parce que c'est un principe. Non, je pense que l'Europe, maintenant, il faudra qu'on réfléchisse à chaque fois qu'on veut aller un petit peu plus de l'avant. Un texte beaucoup plus simple. Je pense que ce n'est pas le moment aujourd'hui, mais je pense que le moment venu, il faudra qu'il y ait un nouveau traité. Mais ce nouveau traité, moi, je pense que peut-être il peut être tout à fait ratifié par voie parlementaire. Je pense que le grand rendez-vous des peuples avec l'Europe, pour les Français en tout cas et pour les Allemands, ce sont les élections nationales de l'année prochaine. C'est fait également pour ça. Eh bien, merci Robert Rochefort, merci Jean-Yves Lecomte, merci Olivier Cadic, merci Christopher Dembic. Il est 17h30 sur Public Sénat, toujours en direct pour cette édition de Sénat 360. Tout de suite, le rappel des titres. Victoire du oui à un aéroport sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Un scrutin contesté par les opposants au transfert qui dénoncent une consultation illégitime alors que les zadistes sur place sont déterminés à rester. Reportage et débat à suivre. Référendum sur le Brexit, consultation sur Notre-Dame-des-Landes. Les référendums se multiplient et pourtant leur légitimité démocratique est contestée. Alors est-ce le meilleur moyen de faire adopter une réforme? On en parle avec notre invité Grégoire Milot, président d'Étape d'Esprit, qui publie un sondage sur cette question. Vote de la loi travail demain au Sénat et nouvelle manifestation à Paris dans un climat tendu après les dégradations contre les locaux de la CGT et de la CFDT. On fera le point sur les modifications apportées par la Haute Assemblée dans un instant et notamment sur la question du statut des travailleurs détachés. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. C'est l'autre consultation, cette fois en France, celle qui a vu le oui l'emporter à 55,1% pour autoriser le transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes. Mais ce scrutin pourrait ne pas régler la situation sur place entre l'évacuation des zadistes et le lancement du chantier. Le calendrier semble bien incertain. Marie Brémaud. L'exécutif veut désormais aller vite et passer à la vitesse supérieure. Ça a été promis par le Premier ministre, donc je pense que ceux qui ont voté oui l'attendent. Et donc je crois que les discussions entre le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont commencé pour savoir comment ils allaient procéder. En Loire-Atlantique, ils étaient 967 500 à être appelés à voter pour ou contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Oui. La réponse, oui à plus de 55%. Un résultat incontestable pour le président de la région Pays de la Loire. Les vrais démocrates, c'est ceux qui appliquent évidemment le scrutin. J'en ai parlé à Manuel Valls qui m'a dit la détermination du gouvernement à faire appliquer le résultat de ce scrutin. C'est-à-dire qu'il faudra que la ZAD soit évacuée pour que les travaux puissent commencer. Mais ceux qui veulent croire au futur dénouement devront composer d'abord avec les zadistes déterminés à continuer le combat et à occuper la zone. Des militants écologistes qui estiment depuis le départ que le référendum était une consultation biaisée. Un avis partagé par le leader d'Europe Écologie Les Verts. Quand il y a un projet d'aménagement qui est présenté comme un aéroport international du Grand Ouest, financé par 2 régions, Bretagne, Pays de la Loire, et également par l'État, et qu'on organise un vote sur uniquement un département, il y a une question. Manuel Valls souhaite que les travaux démarrent à l'automne. Les zadistes, eux, invitent le plus de monde possible à converger vers Notre-Dame-des-Landes et à résister. Alors, les référendums ont-ils le vent en poupe? Est-ce le meilleur moyen pour réformer et agir? Voyez les résultats de notre sondage réalisé par État d'Esprit avec Opinionway pour Public Sénat avec Stéphane Amalian. Le référendum permet-il de mieux réformer? La réponse est oui pour 84% des Français qui souhaiteraient être associés au processus décisionnel. Un quart des Français estiment qu'il y a trop peu de référendums, notamment sur les sujets de société et de politique intérieure. Ils sont par exemple 70% à souhaiter un vote populaire sur la loi travail.
Sur les sujets européens, les Français sont partagés. 48% souhaiteraient être consultés sur l'abandon de l'euro et 53% sur le rétablissement des frontières nationales. Faut-il organiser un référendum sur le maintien de la France dans l'Union européenne? Oui pour 52% des Français, mais seuls 31% voteraient en faveur du Frexit. Sans surprise, les sympathisants FN sont ceux qui réclament le plus de référendums sur les questions européennes. Les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon militent, eux, pour plus de consultations sur les questions de politique interne. Grégoire Milot, président d'État d'Esprit, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Grégoire Milot, bonjour. Vous êtes président et fondateur d'État d'Esprit et vous publiez pour Public Sénat avec Opinionway ce sondage sur les Français et les référendums. Ils ont le vent en poupe, ces référendums. On l'a vu à la fois sur la question du Brexit ou encore la consultation sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais en même temps, ils sont de plus en plus contestés. Comment expliquez-vous ce paradoxe? C'est vrai qu'il y a une forte aspiration des citoyens à être consultés. À chaque fois qu'on demande aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous demande votre avis? Évidemment, les gens disent oui. Les gens disent oui, mais évidemment, il y a aussi des réponses et des retours qui ne correspondent pas à ce qu'on attend. Et c'est assez amusant de voir d'ailleurs les réserves qu'il y a sur les référendums. C'est toujours ceux qui ont perdu qui critiquent le principe. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un moyen de gouverner, tout simplement parce qu'il y a une aspiration des populations à être mieux pris en compte, à être écoutés, et le référendum peut apparaître comme un moyen pour cela. Ouais, c'est un plaidoyer pour une fréquence peut-être accentuée de ces référendums. Que disent les personnes que vous avez pu interroger? Alors, ce qui est vrai, c'est que nous, à État d'Esprit, on organise énormément de consultations, de référendums de la population. Et on le voit dans le sondage qui a été fait, il y a une volonté, il y a une attente pour ça, en effet, d'être écouté. Après, la question, c'est de savoir si le référendum, c'est une fin ou un moyen. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'un référendum, il y a une réponse binaire, oui-non. Et au bout du compte, le meilleur moyen, c'est d'associer la population en amont, de l'écouter pour vraiment essayer de co-construire un projet qui est partagé avec l'ensemble des parties prenantes. On le voit dans le cas de la consultation locale sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. La rédaction de la question a un rôle crucial puisqu'on voit que le périmètre est contesté aujourd'hui par les opposants qui estiment que la Loire-Atlantique ne suffisait pas. Alors aujourd'hui, quels seraient les moyens pour ne pas voir son référendum contesté selon vous? Alors, en effet, il y a des règles à suivre et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes à régler. Vous l'avez cité, c'est la question. C'est non seulement la formulation de la question, mais il est vrai aussi que parfois les citoyens ne répondent pas forcément à la question qui est posée. J'allais dire Public Sénat, et je pense au référendum de 69, où il est évident que la réponse à la question posée en 69, c'était aussi pour ou contre De Gaulle. Et bien souvent, les référendums nationaux, en fait, sont un peu perturbés par des questions qui sont plus politiques et qui sont un petit peu en dehors de la question posée. On l'a vu dans notre histoire. Donc, il y a la question qui est posée. Après, il faut savoir aussi comment profiter d'une occasion d'un référendum pour créer un débat et que, en fait, les citoyens s'approprient le sujet qui est posé. Et tant c'est si bien qu'en fait, il y a quand même un certain nombre de consultations, puisqu'on s'arrête beaucoup sur des consultations nationales, comme c'est le cas en Angleterre. On parle de Notre-Dame-des-Landes, qui est à l'échelon départemental. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de consultations qui sont lancées par les collectivités territoriales sur leur territoire et qui se passent bien. Je vais vous en donner un exemple. C'est tout simplement le sujet de la fusion de communes. J'allais dire que c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Et il y a eu une évolution il y a quelques années, c'est-à-dire qu'avant, seuls les référendums pouvaient permettre de fusionner des collectivités. Et on a un petit peu oublié, mais c'est vrai que la fusion des collectivités, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et de la région Alsace, a été rejetée par la population. On n'aime pas trop changer des choses qui, bon an, mal an, fonctionnent. Mais Annecy et 6 communes, dont Annecy, ont voté il y a quelques jours, il y a une quinzaine de jours, pour acter la fusion de communes. Mais ça n'a pas été seulement oui ou non. Il y a eu une véritable démarche qui a été engagée par ces 6 communes pour présenter le projet, pour en parler pendant des ateliers participatifs, pendant un certain nombre de rencontres avec la population. Et j'allais dire, 72% des électeurs ont voté
pour la fusion qui a été actée par les conseils municipaux. C'est une stratégie risquée aussi pour un gouvernement. Ça n'est pas synonyme forcément de sortie de crise. On le voit dans le cadre de la loi travail. Un référendum a été réclamé sur cette loi par de nombreux partis et par certains Français. Ça aurait peut-être été quelque chose qui aurait pu servir au gouvernement, selon vous, un référendum sur la loi travail? Alors en fait, il y a une typologie des référendums. On fait des référendums soit parce qu'on est obligé, ça a été le cas en particulier pour les fusions, les créations de collectivités territoriales. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est plus des choix politiques. Ça a été le cas pour Notre-Dame-des-Landes. Il n'y avait pas d'obligation. D'ailleurs, ce n'était pas un référendum, mais une consultation. Oui. Bon, mais là, c'était, j'allais dire, une situation de blocage. Et donc, voilà, le gouvernement a trouvé cette option. Donc, en fait, on est soit dans de l'obligatoire, soit du politique, ou c'est aussi un moyen de faire partager et de créer un débat avec les participants. La loi travail, et ce qui ressort du sondage est assez intéressant, c'est que la loi, globalement 80% des personnes interrogées ont le sentiment que c'est bien de faire un référendum. Et pourtant, quand on leur demande « souhaitez-vous un référendum sur l'Union européenne ?», seuls 52% des personnes pensent que c'est une bonne solution. En règle générale, on est pour un référendum quand on veut changer la donne, modifier, et qu'on n'y arrive pas par de la représentation institutionnelle. Donc là, il y a une forte demande, en effet, d'un référendum sur la loi travail, parce que c'est un sujet en débat, parce qu'il y a des vrais clivages, et qu'a priori, on avance sur le fait que la loi va passer, et que, en effet, il y a un certain nombre de citoyens qui souhaitent, donner la parole au peuple. Dernière question, que dit votre sondage sur cette question du Frexit, sur le maintien ou non de la France dans l'Union européenne après le vote des Britanniques? Vous l'avez vu, 52% des personnes interrogées, en effet, sont prêtes seuls 53% des personnes interrogées sont favorables au maintien de la France dans l'Union européenne, ce qui est évidemment surprenant. Ce qui montre bien qu'on est sur des sujets en débat, et il est évident que quand on regarde, et j'ai écouté le débat précédent, vraiment un certain nombre de citoyens sont étonnés de ce résultat. Voilà, c'est la démocratie, et c'est évident qu'il y a parfois des décalages, et que heureusement que des sondages sont là. Heureusement ou malheureusement, des référendums peuvent montrer qu'il y a un vrai décalage sur certains thèmes entre la population et la politique publique. Eh bien, merci beaucoup Grégoire Milot pour ce décryptage. Merci beaucoup. On parlait justement du Brexit, alors que Paris met la pression sur Londres pour une sortie rapide de l'UE. David Cameron refuse de prendre la responsabilité d'activer la clause de retrait. Le gouvernement britannique a néanmoins annoncé la création d'un département spécial pour commencer à travailler sur le Brexit. Cécile Sixou. 4 jours après le Brexit, première réunion des ministres britanniques. Pas de déclaration à la sortie, mais le gouvernement a décidé de créer un département spécial pour s'occuper du Brexit. Il s'est également opposé à l'idée d'un nouveau référendum pour l'indépendance en Écosse, une idée lancée hier par Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise. Plus de 60% des votants en Écosse ont voté pour rester. Chaque municipalité a voté pour rester en Écosse. C'est significatif. Donc dans tous les cas de figure, ma priorité est de protéger les intérêts de l'Écosse. Rien ne va plus non plus au sein des partis politiques. Chez les conservateurs, la campagne pour la succession de David Cameron s'est ouverte. Si Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, fait figure de favori, sa candidature est contestée au sein même du parti par les alliés du Premier ministre. D'ici le 2 septembre, date de désignation du nouveau chef de parti, les débats risquent d'être houleux. Même ambiance chez les travaillistes où leur leader, Jeremy Corbyn, fait face à la fronde, accusé de ne pas avoir assez défendu le maintien dans l'Union européenne. Plus de la moitié de son cabinet fantôme a démissionné. Enfin, depuis la victoire du Brexit, les insultes xénophobes se multiplient, des incidents condamnés par David Cameron. Et dans notre multiplex, on retrouve tout de suite Saveria Rojek en direct de la salle des conférences avec la sénatrice socialiste Hélène Conway-Mouret. C'est à vous, Saveria. Alors, il faut d'abord dire, Madame Conway-Mouret, que vous connaissez particulièrement bien la situation parce que le Royaume-Uni a été votre circonscription pendant 20 ans. Depuis le vote, depuis la semaine dernière, vous avez eu des mots très forts. Vous parlez de la lâcheté des dirigeants, les responsables européens. Pour vous, ce sont eux, clairement, aujourd'hui, les responsables de cette situation, les dirigeants européens qui n'ont pas su mieux vendre le projet politique européen?
Oui, absolument. Et parmi eux, bien sûr, des dirigeants anglais qui, par opportunisme politique et pour des raisons personnelles, aujourd'hui ont décidé de mettre l'ensemble de l'Union européenne dans l'embarras. Je crois que cela fait des décennies que personne ne fait de pédagogie. On ne parle jamais que de l'Europe pour finalement la critiquer, sans parler jamais des avancées, de tout ce que a été construit depuis près de 60 ans maintenant. Un continent qui vit en paix, un continent qui a une prospérité qui attire beaucoup de ceux qui vivent à l'extérieur de notre continent et qui ont envie de venir le rejoindre. Et puis une stabilité qui fait l'envie du monde. Et jamais cela n'est rappelé. On réduit, et c'est le cas des Britanniques en particulier, l'Union européenne à un marché unique. C'est un projet politique avant tout, et ce n'est pas non plus... je crois correct de le réduire à des institutions qui ne sont là que pour mettre en place et mettre en œuvre des décisions politiques. Est-ce que la réponse au Brexit, elle peut être élaborée dans l'Europe actuelle? Ce que je veux dire, c'est que certains dirigeants, comme par exemple Nicolas Sarkozy, appellent désormais à refonder l'Europe, à un nouveau traité, et un nouveau traité rapidement d'ici la fin de l'année. Est-ce que selon vous, c'est la solution ? Écoutez, je ne crois pas. Je crois qu'il faut faire attention à ce qui est réalisable et peut-être s'inspirer aussi un peu de l'histoire. Dans les années 80, Spinelli a proposé une assemblée constituante. Ensuite, en 2005, Valéry Giscard d'Estaing avait aussi proposé un nouveau traité constitutionnel. Et que s'est-il passé? Dans les deux cas de figure, les politiques, pour le coup français, là non plus, n'ont pas fait beaucoup de pédagogie pour expliquer en effet comment on pouvait avoir une Union européenne plus démocratique. Qu'avons-nous fait? Nous avons rejeté à chaque fois cette possibilité de refonder, de reformuler le fonctionnement de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il est très facile de parler de traité, mais quel traité pour mettre quoi? Une dernière question très rapidement. Désormais, faut-il aller vite dans cette sortie? On commence à voir certaines divergences dans les réponses apportées entre Paris et Berlin. François Hollande qui souhaite, il l'a dit, un divorce rapide. Angela Merkel qui est plus prudente. Quelle est la bonne réponse? Qui a raison? Écoutez, je pense que les Britanniques ont pris leurs responsabilités, ils ont voté, il faut maintenant qu'ils assument leurs décisions, qu'ils soient bien sûr accompagnés, parce qu'il ne faut pas que ce grand pays soit fragilisé et finalement soit à l'origine d'une nouvelle crise financière ou économique. Donc il est très important, en effet, qu'il ne soit pas très affaibli, même s'il en est le seul coupable, et de l'accompagner dans cela. Mais je pense qu'il faut en effet aller vite pour qu'il n'y ait pas d'effet de domino au niveau de l'Union européenne et des autres pays. Absolument. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci Saveria pour cette réaction. Nora Hamadi nous a rejoint. Bonjour Nora. Bonjour, vous suivez pour nous l'actualité européenne et justement ce Conseil européen qui aura lieu demain. Alors on a vu que la Grande-Bretagne se déchire. Qu'en est-il des tractations au niveau européen avant le sommet à Bruxelles demain? Eh bien les tractations vont bon train avant donc ce sommet qui sera le premier à 27+1. Les rencontres, les coups de téléphone se sont succédés tout le week-end de telle sorte à essayer de mettre en place une position commune au sein des 27 face à David Cameron. Une position donc difficile à trouver. La France, l'Italie, la Belgique, la présidence de la Commission européenne avec à la tête Jean-Claude Juncker souhaitent un démarrage rapide des négociations de retrait de la Grande-Bretagne et donc cette notification de demande de sortie de la Grande-Bretagne via l'article 50 que maintenant nous connaissons bien pour éviter une période d'incertitude trop longue qui aurait beaucoup de conséquences et sur les marchés et sur la sphère politique, y compris européenne. Une ligne, par exemple, qui n'est pas du tout celle de la chancelière allemande Angela Merkel, ni de Donald Tusk, le président du Conseil, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui, eux, seraient prêts en fait, à donner plus de temps à la Grande-Bretagne pour sortir de l'ornière politique avant de lancer les négociations. Globalement, on a une impression de légère cacophonie au niveau européen, c'est un petit peu habituel, mais on voit surtout qu'une nouvelle fois, on a la preuve en fait, que le couple franco-allemand est désespérément en panne. Seul élément d'accord selon des sources européennes que je viens d'avoir, il est hors de question de démarrer une quelconque négociation, que ce soit avec la Grande-Bretagne, avant que celle-ci ait notifié la volonté de sortir de l'Union européenne. À quoi faut-il s'attendre demain, Nora? Eh bien, tout simplement, Delphine a une guerre de position. Demain, David Cameron viendra devant ses confrères européens pour son peut-être dernier sommet. Il viendra faire une adresse durant le dîner à ses confrères. Il va réitérer ce qu'il a dit il y a quelques minutes devant le Parlement britannique. La Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, mais ne doit pas tourner le dos
à l'Union. Certainement, il restera sur sa position d'attente. Ce ne sera pas lui qui notifiera, ce sera son successeur qui devra être désigné le 2 septembre prochain par le Congrès des conservateurs, son parti, et la position qui sera certainement donc rejetée, il faut s'y attendre, par les 27 qui eux souhaitent accélérer le processus. Là-dedans, le Parlement européen a sa voix aussi. Il siégera demain en session extraordinaire pour voter une résolution sur laquelle les groupes se sont d'ores et déjà mis d'accord, et ils appellent de manière très nette la Grande-Bretagne à immédiatement notifier sa volonté de sortie de l'Union européenne. La Grande-Bretagne doit prendre sa responsabilité et ne pas bloquer le processus des mots assez dur, assez fort, et tout ceci certainement jouera beaucoup. Mercredi matin, pour la première fois, les 27 se réuniront seuls, cette fois-ci sans David Cameron, pour imaginer la suite et la réponse à donner face à cette émotion qu'a suscité le Brexit aux 500 maintenant millions d'Européens pour éviter donc l'effet domino. Est-ce un nouveau traité, un nouveau référendum? Les conclaves, les propositions ont été légion. La Pologne, en début de journée, a même demandé un nouveau référendum aux Britanniques pour, cette fois-ci, rester dans l'Union européenne. On aura tout vu. Et on a entendu donc ce matin Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères, et son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, qui ont fait, eux, une position commune pour approfondir encore plus l'union politique en Europe. Une position rejetée par Angela Merkel. La cacophonie continue, autant dire que ce n'est pas mercredi qu'on aura une solution. Merci beaucoup Nora pour ce décryptage. Et dans le reste de l'actualité, le vote solennel demain sur la loi travail qui aura lieu au Sénat. Il y aura une commission mixte paritaire dans la foulée et avant un retour du texte à l'Assemblée nationale le 5 juillet. Une seconde lecture au Sénat prévue le 18. Alors en attendant les résultats du vote demain, retour sur les derniers dispositifs adoptés vendredi par les sénateurs et notamment sur le statut des travailleurs détachés. La séance de rattrapage préparée aujourd'hui par Jason Vils. Ça fait des années qu'on suit ce dossier travailleurs détachés. J'étais moi-même au Parlement européen quand cette directive a été votée. Depuis le début, elle porte en germe de graves risques de dumping social et on le voit tous les jours davantage. Alors régulièrement, les gouvernements, et en particulier depuis quelques années, notre gouvernement, a essayé de trouver des méthodes techniques pour mieux contrôler, mieux garantir, responsabiliser les donneurs d'ordre. Bref, on va encore franchir une étape, mais je vous le dis tout net, ça ne réglera pas le problème, c'est pas à la hauteur du problème. Et de mon point de vue, il est urgentissime que la France exprime à ses partenaires européens une décision unilatérale de suspension de cette directive travailleurs détachés au motif de l'intérêt national. Nous le devons, car nous voyons comment le dumping social mine la confiance des peuples. On nous menace parce qu'on va soutenir un SMIC des routiers et laisser une concurrence avec des dumpings qui tuent les entreprises de routiers en France. Si la France ne dit jamais non, si elle n'est pas capable de créer un rapport de force, il ne faudra pas s'étonner que le moment venu, c'est l'Europe qui soit contestée dans notre pays. Et si nous ne faisons pas un rapport de force sur ce sujet qui est concret, où on a un intérêt national qu'on peut plaider, on sait qu'on a au moins 300 000 travailleurs détachés. Il y a 3 millions et quelques chômeurs. Franchement, ce n'est pas une petite affaire, 300 000 emplois. Au nom de la libre circulation des hommes, c'est une brutale mise en concurrence des salariés, les uns contre les autres, qui s'est en réalité mise en place. C'est à celui qui acceptera le plus bas salaire et les pires conditions pour obtenir de s'insérer dans la boucle de sous-traitance d'un donneur d'ordre. L'augmentation considérable du nombre de travailleurs détachés dans notre pays en est un symptôme inquiétant. En effet, le nombre de travailleurs détachés a été multiplié par 10 en 10 ans et a augmenté de 25% en un an. L'article 45 de ce projet de loi entend renforcer l'arsenal des mesures destinées à lutter contre la fraude au travail détaché. Le problème, c'est que la co-responsabilité entre donneurs d'ordre et sous-traitants peut certes apparaître comme une avancée, mais le régime de sanctions, nous sommes pour l'heure encore bien timide, pour ne pas dire plus. Ce qui est important, c'est que cet article 45, il prolonge et renforce ce qui a déjà été fait par, à la fois dans la loi Savary, à l'initiative parlementaire, et dans la loi Macron d'initiative gouvernementale,
ces deux lois ont donné des moyens législatifs et réglementaires pour s'attaquer à l'optimisation sociale et à l'intensification du recours à une main-d'œuvre à bas coût. En imposant la prise en compte par l'employeur des coûts d'hébergement, de nourriture, de transport des salariés détachés, on agit évidemment sur la réduction des écarts de coût du travail. Et c'est du reste, Madame la Ministre, une étude récente de votre ministère qui a été reprise dans la presse économique qui confirme ce mouvement. Alors, il n'en demeure pas moins qu'il faut déployer des moyens de contrôle et de sanctions importants pour parvenir à ce résultat. Notre but aujourd'hui, et je suis d'accord avec les différentes dispositions qui ont été prises au niveau de la loi Savary, de la loi Macron, du texte qui nous est proposé par le gouvernement et la commission des affaires sociales, là encore renforcé par, je dirais, une possibilité d'interdiction de marché public pour les gens qui fraudaient dans les dispositions de travailleurs détachés. Donc on va tous dans la même direction, mais il faut avoir une vision globale de ce problème, et notre rôle aujourd'hui, c'est de combattre le travail détaché illégal, et de combattre les entreprises et ceux qui font des montages. Parce que dans les gens qui font des montages à l'étranger, j'ai le regret de dire, il y a aussi des entreprises françaises qui... voilà. Donc non, mais il faut regarder les yeux tout à fait ouverts sur le sujet. Donc nous, c'est de lutter contre cette inégalité. Et effectivement, il est souhaitable que les conditions, alors de salaire, c'est fait, de logement, ça s'améliore, mais de charges sociales, c'est pas le cas. C'est là que le bât blesse un petit peu sur le sujet, qu'on puisse effectivement avoir ces rapprochements. Mais notre but, c'est quand même le travail détaché illégal que nous devons poursuivre. Donc c'est plus les entreprises qui font du travail détaché illégal que les travailleurs détachés eux-mêmes. Je crois que nous sommes tous attachés à la libre circulation des travailleurs dans l'espace européen. Et que la question autour du détachement, c'est la question de la fraude et des abus au détachement. Pourquoi? Parce que ça mine notre modèle social, ça crée de la concurrence déloyale, et parce que c'est quelque part la dignité des travailleurs dans l'espace européen qui est en jeu. Et c'est autour de ces trois éléments qu'il faut mener le combat au niveau européen. Alors le combat, il se mène dans notre pays, vous l'avez dit, l'arsenal législatif, il est là. Il y a eu la loi Savary, il y a eu la loi Macron. Moi, depuis ma nomination dès le 2 septembre, j'ai pris tous les décrets suite à la loi Macron, notamment le décret liste noire sur les donneurs d'ordre, très important, notamment la suspension des prestations de services internationaux. C'est l'arme ultime. Je peux vous dire, on l'a mise en place en Corse à 2 reprises. Ça a calmé complètement les choses, la suspension. Et c'est pour ça que ce projet de loi est important. Parce qu'aujourd'hui, on peut suspendre une prestation de service international lorsqu'on ne respecte pas les horaires de travail, la durée légale du travail, mais on ne peut pas le faire quand il n'y a pas de déclaration du détachement. C'est pour ça que ce projet de loi vient renforcer l'arsenal législatif. Mais on est le 3e pays d'envoi de travailleurs détachés dans l'espace européen. C'est la réalité. Et on est le 2e pays d'accueil. Regardons toujours cela. Alors, le combat, il se mène au niveau national. Vous l'avez dit, les sanctions, elles sont où? Mais tous les mois, je fais un point avec les préfets de région et ils ont cette interrogation. On a fait près de 360 sanctions, près de 1,8 million d'euros récupérés dans les derniers mois. Donc les sanctions, elles tombent. Après, il y en a que ça va au niveau du juge, ça met plus de temps. Elles tombent. L'arrêt de prestation de service international, c'est l'arme la plus efficace. Donc ça, c'est le combat au niveau national et on aura l'occasion, à travers les différents amendements, de parler de ce que nous faisons ici dans notre pays. Mais deuxième combat, bien sûr que c'est au niveau européen qu'il faut le mener. Moi, 2 semaines après ma prise de fonction, j'étais au niveau européen demander une révision de la directive de 96. Cette révision, elle est nécessaire. Pourquoi elle est nécessaire? Parce qu'il faut mettre un terme à ces entreprises boîtes aux lettres, celles qui n'ont aucune activité substantielle, que parfois, en effet, vous avez raison, monsieur le rapporteur, c'est des Français qui vont les ouvrir en Pologne, justement, pour envoyer des travailleurs détachés, qu'il faut arrêter le double détachement du travail temporaire. Et d'ailleurs, on fait un signal très fort, puisqu'on met un article, je crois que c'est l'article 50, qui vient pour donner un signal aussi au niveau européen. Donc ce combat, il faut le mener au niveau européen. Qu'est-ce que nous avons obtenu? C'est ça la question. Qu'est-ce que nous avons obtenu depuis plus de 6 mois? Michel Sapin avait déjà obtenu la directive de 2014, qui a permis justement de renforcer la responsabilité des donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants, notamment dans le domaine du bâtiment. Qu'est-ce qu'on a obtenu? La Commission a annoncé le 8 mars qu'il allait avoir une révision de la directive de 96. Très bonne chose. Et je vous dis, ce que je vous dis là,
Je vais voir, bien sûr, on est un petit groupe de pays qui veulent faire bouger cette directive de 96, et le nœud du problème, il est là. Il est dans cette directive de 96. Mais je vais voir aussi mes homologues en leur disant, il n'y a pas qu'une question de concurrence déloyale. Il y a une question, clairement, voilà comment vos citoyens sont hébergés dans notre pays. C'est la question de la dignité des travailleurs dans l'espace européen. Ce n'est pas qu'une question d'érosion du modèle social et ce n'est pas qu'une question de concurrence déloyale. Et je pense que c'est important de continuer à faire des bilatérales avec notamment les pays qui ont fait une procédure de carton jaune actuellement auprès de la Commission européenne, puisqu'ils refusent qu'on traite de la révision ciblée de la directive de 96. À partir de là, quelles sont les propositions de la France? C'est les propositions les plus offensives. Moi, je les ai posées sur la table. Au-delà de à salaire égal, à travail égal, salaire égal dans un même lieu, donc là, à travers les conventions collectives, ce que nous mettons, nous voulons que ce soit la rémunération, c'est-à-dire la rémunération de façon globale qui soit prise en compte. Deuxième chose, la France demande qu'on interdise carrément le double détachement de travailleurs intérimaires. Troisième chose, nous demandons que l'hébergement fasse partie du noyau dur dans le cadre de la directive de 96, justement pour qu'on évite d'avoir des entreprises qui finalement, ok, ils respectent le salaire, mais défalquent des feuilles de salaire des travailleurs détachés, près de 20-30 € par jour pour vivre dans des taudis. Voilà la réalité. Donc on demande que la question de l'hébergement soit également dans le noyau dur. 18h sur Public Sénat, toujours en direct, voici le rappel des titres. Victoire du oui à un aéroport sur la commune de Notre-Dame-des-Landes, un scrutin contesté par les opposants au transfert qui dénoncent une consultation illégitime alors que les zadistes sur place sont déterminés à rester. Reportage et débat à suivre. Vote de la loi travail demain au Sénat, une commission mixte paritaire aura lieu dans la foulée. Faute d'accord, le texte devrait retourner à l'Assemblée nationale le 5 juillet et au Sénat à partir du 18 pour une seconde lecture alors qu'une ultime manifestation a été autorisée demain contre le projet de loi El Khomri. L'UE face au défi du Brexit alors que les Britanniques restent flous sur leur sortie. L'Europe des 27 a déjà commencé. Un débat aura lieu au Parlement en France demain. Au Sénat, c'est Jean-Marc Ayrault qui s'exprimera sur les suites du référendum. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner jusqu'à 18h30 aujourd'hui, Saveria Rojek, en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Alors que Paris met la pression sur Londres pour une sortie rapide de l'UE, David Cameron refuse de prendre la responsabilité d'activer la clause de retrait. Son gouvernement a néanmoins annoncé la création d'un département spécial qui doit commencer à travailler sur cette question. Cécile Sixou. 4 jours après le Brexit, première réunion des ministres britanniques. Pas de déclaration à la sortie, mais le gouvernement a décidé de créer un département spécial pour s'occuper du Brexit. Il s'est également opposé à l'idée d'un nouveau référendum pour l'indépendance en Écosse, une idée lancée hier par Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise. Plus de 60% des votants en Écosse ont voté pour rester. Chaque municipalité a voté pour rester en Écosse, c'est significatif. Donc dans tous les cas de figure, ma priorité est de protéger les intérêts de l'Écosse. Rien ne va plus non plus au sein des partis politiques. Chez les conservateurs, la campagne pour la succession de David Cameron s'est ouverte. Si Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, fait figure de favori, sa candidature est contestée au sein même du parti par les alliés du Premier ministre. D'ici le 2 septembre, date de désignation du nouveau chef de parti, les débats risquent d'être houleux. Même ambiance chez les travaillistes où leur leader, Jeremy Corbyn, fait face à la fronde, accusé de ne pas avoir assez défendu le maintien dans l'Union européenne. Plus de la moitié de son cabinet fantôme a démissionné. Enfin, depuis la victoire du Brexit, les insultes xénophobes se multiplient, des incidents condamnés par David Cameron. Les présidents de régions reçus à Matignon au programme de nouveaux engagements communs en matière de formation et de transport ferroviaire. Le détail avec Jordan Klein. C'était un rendez-vous important pour les futures prérogatives des régions qui obtiennent de l'État une enveloppe de 600 millions d'euros. Au menu des discussions, les transports. Les lignes desservant les territoires reculés diminuent. Pour le président des régions de France, il est temps de réagir. Les trains d'équilibre du territoire, c'est les intercités.
avec une situation qui est assez délicate puisque en l'espace de quelques années, on est passé d'un déficit de 200 millions à 400 millions d'euros. L'État a décidé de garder 4 de ces lignes. Aujourd'hui, la question se pose du transfert vers les régions de l'essentiel de ces lignes. Pas d'accord ce matin sur les transports, mais les attentes des présidents de région sur ce point restent fortes. Autre point sensible en discussion, la santé. Travailler sur la démographie médicale, en fait la diffusion de tous les territoires ruraux pour pouvoir bénéficier de professionnels de santé formés. Cet après-midi, les présidents de région rencontrent Myriam El Khomri. Objectif, faire le point sur le plan 500 000 formations voulu par François Hollande, 4 mois après son coup d'envoi. Et c'est l'autre consultation, cette fois en France, celle qui a vu le oui l'emporter à 55,17% pour autoriser le transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes. Mais ce scrutin pourrait ne pas régler la situation sur place entre l'évacuation des zadistes et le lancement du chantier. Le calendrier semble incertain. Reportage de nos envoyés spéciales sur place, Flora Sauvage et Sandra Cerquera. Le oui l'emporte avec 1490 voix, soit 71,70%. C'est le soulagement à Saint-Aignan de Grandlieu, une commune située à côté de Nantes et survolée continuellement par les avions. Il n'y a pas que les animaux qu'il faut sauvegarder, il faut sauvegarder les habitants qui sont pollués par toutes les particules qui nous tombent des réacteurs et par les nuisances sonores qui créent forcément des désagréments. Et Notre-Dame-des-Landes a été fait de manière à n'impacter aucun bourg, donc aucune école directe. En Loire-Atlantique, le oui l'a emporté avec 55% des voix. Une victoire pour Joël Guerriau, fervent partisan du projet. Il attend maintenant que le gouvernement prenne ses responsabilités, rapidement. Manuel Valls nous a dit dans l'hémicycle très clairement que si le oui l'emportait, eh bien dès le mois d'octobre, il ferait le nécessaire, en particulier pour que les travaux puissent se réaliser en évacuant la zone d'aménagement différée qui est actuellement occupée, comme vous le savez, de manière totalement illégale. Alors j'espère qu'il tiendra une fois pour toutes ses promesses. Ronan Dantec, sénateur écologiste, fervent opposant au projet, lui assure que cette consultation ne règle rien. Il appelle à un moratoire, à la réécriture du projet, d'autant qu'à Nantes, le résultat a été très serré et que de nombreuses communes de gauche ont voté non au transfert de l'aéroport. Je crois que François Hollande, qui a aujourd'hui volonté de rassembler son électorat, doit entendre le message de ses électeurs, doit entendre le message de cette consultation et jouer l'apaisement. Avec le Brexit, avec la loi El Khomri, on ne peut pas ouvrir un nouveau front. Donc moi je suis prêt, encore une fois, à m'asseoir autour d'une table avec des partisans du projet pour trouver des solutions. Mais pour Johanna Roland, la maire de Nantes, qui a fait campagne pour le oui, le débat est clos. Je crois que le choix du territoire et des habitants ce soir est clair. Donc désormais, ce projet doit reprendre. Il appartient au gouvernement d'en définir les modalités et le calendrier. Mais sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, pas question d'évacuer les lieux. Les occupants l'ont promis hier soir. Il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Rendez-vous a été donné les 9 et 10 juillet prochains à tout leur soutien. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Joël Guerriau, bonsoir. On vous a vu dans le reportage, bonsoir. Sénateur UDUC de Loire-Atlantique. Pour nous accompagner également ce soir, François de Rugy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député écologiste de Loire-Atlantique, vice-président de l'Assemblée nationale. Et Hervé Kempf, vous êtes rédacteur en chef de Reporter. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que le débat est clos après cette consultation? Joël Guerriau, on a entendu les opposants au projet dénoncer jusqu'à la légitimité de cette consultation. D'abord, cette consultation en soi, ce n'est qu'un plus, eu égard au fait que déjà toutes les procédures ont été faites dans le respect de la loi. Il y a eu même des phases de concertation qui ont été rajoutées. Donc on a largement débattu sur le sujet. Je crois que maintenant, il faut passer à l'action. Il est temps, puisque c'est quand même un projet qui a plus de 50 années, dont une zone d'aménagement différé qui, elle, a 42 ans. François de Rugy, est-ce que vous pensez que les opposants à ce projet vont se satisfaire de cette consultation, je le disais, qui a été considérée comme illégitime par certains? Vous avez deux niveaux d'action et deux niveaux d'analyse. Il y a un niveau politique, électoral, démocratique, citoyen, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, où là, il y avait une question qui était posée, il y a une réponse qui est assez claire, qui est assez nette, 55%, 45%, et moi je le regrette, je fais partie des 45% qui ont voté non, j'ai fait campagne pour le non, mais c'est un fait.
Il faut le reconnaître, sinon ça veut dire qu'on n'est plus démocrate. Ou alors ça veut dire qu'il y a aussi des élections. Ah bah telle élection n'est pas légitime parce que le résultat ne nous plaît pas. Bon, moi je me suis présenté à des élections, parfois j'ai été élu, parfois j'ai été battu, j'ai toujours reconnu le résultat. Ouais. Mais certains disent que tout a été fait pour que le oui soit favorisé, notamment en ce qui concerne le périmètre départemental. Oui, mais vous savez, ça c'était une mauvaise polémique. D'ailleurs, ceux qui ont utilisé ça auraient mieux fait de s'abstenir d'utiliser ce genre de mauvais arguments ces dernières semaines, parce qu'ils ont découragé des partisans du non d'aller voter. Moi, j'en connais qui m'ont dit mais de toute façon, c'est qu'un avis, il va pas être respecté, donc je n'y vais pas. Pourtant, le Premier ministre l'avait dit la semaine d'avant dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et si c'est Louis qui l'emporte, on fait. Si c'est le non, on fait pas. Donc c'était clair. Après. La question du périmètre, faut arrêter avec ça d'abord parce que ça a eu lieu. Mais en plus, le résultat montre que plus on s'éloigne du cœur du département de Loire-Atlantique, de là où est l'aéroport aujourd'hui, ou là où il serait demain s'il était transféré, eh bien plus le oui l'emporte. Joël Gariot est bien placé pour le savoir. Dans sa propre commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, le non l'a emporté. La commune voisine de Rezé, le non l'a également emporté. Des communes sont très proches de l'aéroport actuel. Nantes, les quartiers, c'est un comble, survolés par les avions qui vont atterrir actuellement à l'aéroport actuel, ont voté massivement non au transfert. Donc vous voyez que ce sujet-là, c'est une mauvaise polémique. En revanche, il y a un autre niveau d'analyse, et qui est tout à fait normal, c'est qu'il y a des militants associatifs, des militants syndicaux, syndicats paysans, agricoles, la Confédération paysanne et la FNSEA, qui ont des approches différentes sur bien des sujets. Sur ce sujet-là, ils sont contre. Eux, ils défendent les agriculteurs qui sont expropriés, qui ne pourront plus travailler demain si l'aéroport se fait. C'est normal qu'ils les défendent jusqu'au bout. Les associations qui font des recours, c'est normal qu'elles aillent jusqu'au bout. Ça, c'est l'état de droit. On va y venir justement, parce qu'il y a encore d'autres recours. Hervé Camus, quelle lecture faites-vous de cette consultation? Ça a été dit sur ce plateau, avec de fortes disparités en fonction des villes qui ont voté dans le département. C'est une consultation, ça n'est pas un référendum, ça c'est le premier point. Deuxième point, on nous présente ce projet d'aéroport comme étant celui du Grand Ouest. Le Grand Ouest, c'est les Pays de Loire et la Bretagne. Donc ce n'est pas à la Loire-Atlantique de décider ce qui doit arriver. Troisième point, c'est un peu la démocratie à géométrie variable. Je me rappelle que dans les années 2000, avec la loi Raffarin, les habitants de Meuse et de Haute-Marne demandent un référendum sur le projet de laboratoire de déchets radioactifs. On leur dit « Ah mais non, parce que c'est d'intérêt national ». En 2005, il y a un référendum pour tous les Français. Les Français votent massivement contre le projet de traité constitutionnel européen. 2 ans après, que se passe-t-il? On leur impose ce projet de traité constitutionnel européen. Dans les années 2000, il y a une enquête publique sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Énormément de débats, François Rugy doit s'en rappeler. 76% d'opinions défavorables. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit dessus. Et maintenant, on voudrait nous dire que cette consultation, qui n'a pas de statut de référendum, emporte le débat? La réponse est non. Quand on fait la démocratie, on la fait bien. On devrait la faire comme en Suisse, en interrogeant les gens, en les informant correctement, ça n'a pas été le cas, et en impliquant tous les gens concernés. Or, cet aéroport ne concerne pas que la Loire-Atlantique. Elle concerne tous les contribuables français, et donc on remet la question sur le Joël Gariot, on voit bien que le oui, ça ne signifie pas forcément la fin des blocages. Quel calendrier voyez-vous pour une sortie de crise rapide? D'abord, il faut rappeler que si on devait engager une consultation, le mieux c'est quand même de l'engager aux prémices d'un projet, c'est-à-dire avant même qu'il soit autorisé dans sa réalisation. Or là, on avait dépassé tous les caps, puisqu'on avait une DUP qui date de 2008, l'ensemble des procédures avaient été acquises et même tous les recours ont été expurgés, en particulier sur 154 décisions de justice qui étaient favorables à cet aéroport. Alors il faut peut-être arrêter, je veux dire, le train est parti, on ne va pas courir après pour ajouter un wagon. La question est close. Maintenant, il faut passer à l'action, d'autant plus qu'il y a eu des engagements qui ont été pris. Les concertations en la matière viennent trop tard, on n'est plus dans cet espace de temps. On n'a plus le temps d'ailleurs. Il faut rappeler que nous sommes sur une problématique actuelle d'un... La question même de la nécessité d'un second aéroport ne se pose plus selon vous? Aujourd'hui, on a besoin d'un aéroport. Le choix qui a été fait il y a maintenant plus de 50 ans, parce que c'est aussi le rôle des élus que d'anticiper une situation et d'aller à Notre-Dame-des-Landes. Ça a été fait sur les travaux qui ont été engagés de comparaison entre plusieurs sites. Il y a eu 9 sites qui ont été étudiés et de manière très détaillée. Donc il faut maintenant passer à l'action. On sait très bien que l'aéroport de Nantes-Atlantique n'est plus en capacité
de répondre à la demande en nombre de voyageurs, puisqu'il est saturé à plus de 14 000 voyageurs. Il a été 135 jours en 2015. On a refusé près de 250 vols. On a au moins de 50 destinations en moins par rapport à d'autres aéroports de même taille. Donc il faut arrêter, il faut se donner les capacités qui sont les nôtres d'une grande région, d'une région qui est complètement à l'ouest de la France, et donc qui a besoin d'avoir une capacité de vol et une capacité internationale. Est-ce qu'on en est encore à cette suffisante à son question de cette augmentation du trafic à laquelle il faut faire face? Est-ce que c'est encore une question? On peut refaire le débat, mais à ce moment-là, il faut répondre à tous les arguments, enfin les faux arguments que Joël Gariod vient d'avancer. La saturation, c'est du bidon. Là, il y a des aéroports, il y a des villes bien plus grandes. Genève, par exemple, en Suisse, qui ont un aéroport à peu près de même taille et qui font face à un trafic bien plus important. Même si vous allez aux États-Unis, vous voyez des aéroports dans des villes bien plus importantes, un pays où on utilise bien plus l'avion et qui n'ont qu'une seule piste. Par exemple, cette idée, ça fait ouvrir des yeux ronds à tous les professionnels de l'aviation de dire à Nantes, il faudrait 2 pistes. Alors en plus, 2 pistes qui sont même pas parallèles. C'est au moins si vous faisiez 2 pistes parallèles où vous pouvez atterrir sur l'une et décoller sur l'autre à côté en même temps. Mais non, elles sont même pas parallèles. Donc vous voyez que c'est complètement aberrant. D'ailleurs, Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, a commandé un rapport à des experts qui ne sont pas des militants écologistes. C'est pas des journalistes, de reporters. C'est pas des membres de mon parti qui ont dit cet aéroport, ce projet de Notre-Dame-des-Landes, il est surdimensionné. D'ailleurs, ça, c'est vrai que c'était un petit souci dans la consultation d'hier, c'est que finalement, les gens qui ont voté oui, je ne sais pas s'ils ont voté oui au transfert de l'aéroport avec 2 pistes ou au transfert de l'aéroport avec une seule piste. D'ailleurs, on parle de transfert. Vous-même, vous avez dit un deuxième aéroport, vous avez eu raison, parce qu'on sait très bien que l'aéroport de Nantes... Moi, je suis très étonné que l'écologiste se fait, ne sera pas étonné des positions qui sont prises par le régime. Mais vraiment, je suis très étonné, notamment sur la question des deux pistes. Pourquoi les 2 pistes? Parce que les 2 pistes, d'abord, ça permet de faire l'entretien d'une piste pendant que l'autre elle est en cours d'utilisation. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. C'est le problème qu'on a aujourd'hui sur l'aéroport actuellement. C'est le problème que nous rencontrons. Deuxièmement, en cas d'incident sur une piste, vous avez toujours l'autre qui est ouverte. Et puis, troisièmement, il y a le problème du temps de roulage. Vous limitez le temps de roulage, c'est-à-dire vous limitez la consommation de carburant, vous limitez le temps de vol, puisque le temps de vol, il va être limité par rapport à un temps de roulage plus court, puisque vous avez 2 pistes, donc 2 pistes de plus petite taille. Et donc, les arguments qui sont là, apportés par M. de Rugy, sont complètement anti-environnementaux. Je ne comprends absolument pas ce genre d'argument. Hervé Kempf, on va avancer aussi dans le débat, puisque maintenant que la consultation a eu lieu, que faut-il faire avec les occupants illégaux? Ils sont plusieurs centaines, et on sait que les zadistes ont peut-être reçu du renfort. Vous voyez bien par cette amorce de discussion entre 2 parlementaires locaux, que le débat n'est pas du tout tranché. Monsieur de Rugy a même dit à propos de vos arguments qu'ils étaient bidons. Ce n'est pas la même expression, que j'aurais employée, mais il aurait eu raison. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand il y a de tels... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. On met les arguments sur la table. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, dans cette consultation? C'est que le travail qui a été fait par des experts, des contre-experts de l'atelier citoyen de Nantes, n'a pas été mis sur la table et étudié de façon raisonnée et rigoureuse. C'est comme ça qu'il faut mettre. Donc il faudrait mettre vos arguments par rapport à ceux des experts qui ont dit analyser la situation de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Deuxième point, par exemple, j'entends que ça serait plus environnemental. Excusez-moi, je crois que l'un et l'autre, et beaucoup de députés et de parlementaires en France, et j'en suis heureux, on dit oui, bravo à l'accord de Paris. Qu'est-ce que dit l'accord de Paris? Il dit que nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Je crois que tous les deux, vous avez voté en faveur de la loi pour la transition énergétique. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi pour la transition énergétique? La France doit diminuer ses émissions par 4 à l'horizon 2050. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il faut développer le trafic aérien et donc développer de nouveaux aéroports, quand dans le même temps on dit qu'il faut lutter contre le changement climatique. Je crois qu'il faut être cohérent, mettre les arguments sur la table. Allons-y sur le sujet. On s'engage sur le... Alors là, je suis tout à fait prêt sur ce sujet-là. Parce que si aujourd'hui nous restons dans la situation actuelle, c'est-à-dire que nous manquons de vols sur Nantes, en particulier les destinations sont moindres que dans les autres villes. Ça veut dire quoi? C'est que vous, quand vous vous déplacez, vous prenez votre voiture pour aller sur Orly, pour prendre un avion sur Orly, vous dépensez du temps, vous dépensez du CO2, et résultat, où est l'effet environnemental de cette situation? Moi, d'abord, je prends de moins en moins l'avion et j'en suis heureux, et je ne prends pas la voiture. Alors, si c'est pour vous qu'on fait l'aéroport, effectivement, on va avoir des problèmes. Mais c'est pas le cas de la plupart des personnes. Je ne sais pas, c'est qu'on ne prend pas la voiture. La majorité des gens prennent évidemment les transports en commun pour aller à Orly. Et pour aller... François de Rugy, c'est vrai que ce que vous nous dites aussi, Hervé Kempf, c'est qu'on a finalement attendu qu'il y ait des ministres écologistes au gouvernement pour que cette consultation ait lieu avec le résultat qu'on connaît. Est-ce que vous êtes mal à l'aise avec cette position?
Non, mais c'est surtout que, si vous voulez, ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il cumule toutes les tares possibles et imaginables qu'un projet peut cumuler en France. En France, vous avez des projets qui sont contestés sur tel aspect ou tel autre. Puis ils se font. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, si on ne peut pas faire Notre-Dame-des-Landes, ça veut dire qu'en France, on ne pourra plus jamais faire de projet. » Mais enfin, je peux vous dire que la France, il y a plein de projets partout et qui se réalisent. Et tant mieux d'ailleurs. Il y en a peut-être, on aurait préféré, moi, il y a certaines autoroutes, j'aurais préféré qu'on ne les fasse pas. Mais il y a des lignes de train, il y a des lignes de tramway. À Nantes, on est bien placé pour le savoir. On a fait des projets. Pourquoi ils se font d'ailleurs ? Et Joël Garriaud l'a dit très justement. Il a rappelé indirectement mon âge. Il a dit cette zone d'aménagement différé. Parce que ZAD, au départ, ça voulait dire zone d'aménagement différé. Elle a été constituée il y a 42 ans. Moi, l'année où je suis né. Vous vous rendez compte ? Et en 42 ans, le projet, il s'est toujours pas imposé. On en est encore à faire un référendum, une consultation. Donc vous vous réjouissez finalement du résultat d'hier. Non, mais si vous voulez, il y a un moment donné, je trouve ça extraordinaire. Attendez, je finis là-dessus parce qu'il faut parler de la suite. On verra ce que le gouvernement actuel, le futur gouvernement, quel qu'il soit de gauche ou de droite demain, ça passe par une évacuation rapide des occupants illégaux. Mais attendez, si l'État veut lancer une évacuation, il peut le faire. Il a le droit avec lui, puisque ce sont des occupations illégales. Et moi, je ne le critiquerai pas, mais simplement, il a essayé de le faire. Il a essayé de le faire en octobre-novembre 2012. Ça a été un fiasco total. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, la puissance publique a encore envie de se lancer dans un fiasco alors que les forces de police, de gendarmerie et même l'armée sont mobilisées dans la lutte contre le terrorisme ? On a du mal à faire face aux manifestations et au maintien de l'ordre. Et on va encore ouvrir un autre front là. Je crois qu'honnêtement, personne n'en veut. Quoi qu'on soit pour ou contre, il y a des déclarations, des coups de menton de votre collègue, M. Retailleau, qui sont scandaleux. M. Retailleau, il a été élu président de région. Il a essayé de faire croire pendant sa campagne que s'il était élu président de région, la ZAD serait évacuée. La belle affaire. Ça fait plus de 6 mois qu'il est élu. Évidemment, il ne s'est rien passé. Il n'en a pas le pouvoir. Il faut tenir un langage de vérité aux Français qui nous regardent et aux habitants en particulier. Alors, le langage de vérité, c'est très simple. J'entends quelqu'un qui a l'air d'avoir raison sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il nie complètement les rapports d'expertise. Il nie complètement les conclusions de la justice. Il nie complètement le choix de la démocratie représentative et il nie le choix de la démocratie directe qui a eu lieu hier par une consultation qui a donné un résultat. Donc à partir de là, pourquoi relancer un débat où il y a tous les curseurs vont dans la même direction ? Il faut bien qu'à un moment donné, l'élu qu'il est prenne ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, c'est passer à l'acte. C'est de faire en sorte que les travaux puissent démarrer. C'est de faire ce que le Premier ministre a promis pour une xème fois. À savoir on va démarrer les travaux. Est-ce que les choses, effectivement, le contexte n'est peut-être pas favorable non plus. On sait qu'on est peut-être 6 mois avant la présidentielle. Il y a ce contexte d'état d'urgence. Il y a toujours un contexte. On était juste avant les régionales, donc on a reculé parce qu'on était juste avant les régionales. Bientôt, on sera juste avant les présidentielles. Après, on sera juste avant les législatives. Après, on sera juste avant les sénatoriales, etc. Je veux dire, c'est pas ça la responsabilité politique. Un politique, premièrement, il doit anticiper. C'est ce qui a été fait il y a 50 ans. Donc, il faut peut-être à un moment donné prendre les responsabilités qui ont été engagées, eu égard au fait que ça a été répété. À chaque fois, il y a eu 4 présidents de la République, il y a eu 6 premiers ministres, tout le monde a pris la même direction. Donc il faut peut-être aller et abonder dans la bonne direction. Ça, c'est la première chose. La deuxième responsabilité politique, c'est de prendre des décisions. Et quand vous ne prenez pas de décision, évidemment, il n'y a pas de bonne décision. Une décision, c'est toujours quelque chose où il y a forcément des inconvénients et des avantages. Alors la responsabilité et la force politique, c'est celle-là. Quand vous n'avez pas des politiques courageux et qui sont capables d'assumer les responsabilités qui sont les leurs, on s'interroge sur la démocratie, on s'interroge sur nos élus. Sur cette question d'évacuation de la ZAD, comment voyez-vous les choses ? Mais je la vois en disant que la responsabilité, c'est effectivement quand la situation a changé. Or évidemment, la situation a changé par rapport à il y a 50 ans. Donc prendre comme argument qu'il y a 50 ans, des personnes sans doute bien intentionnées, et dans le contexte de l'époque, intelligente et avec des dossiers qui tenaient la route, 50 ans après, la situation a changé. Maintenant, on n'a même pas besoin de se projeter dans 50 ans. On a besoin de se projeter dans 30 ans, et même dans 20 ans, et même dans 10 ans. Parce que la question du changement climatique, elle est là. La question de la crise écologique, elle est là. La question de la disparition des zones humides, elle est là. La question de la disparition des paysans, elle est là. Et c'est ces questions-là qu'il faut se poser maintenant. Eh bien, maintenant, le contexte a changé, il faut évoluer. Et il faut évoluer, vous disiez les rapports d'expertise. Les rapports d'expertise. On en a cité, M. de Rugy a cité le rapport d'expertise qui effectivement n'a pas été fait par des journalistes de reporters, mais de toute façon, ça n'est pas notre rôle, mais par des ingénieurs du Conseil général de l'environnement et du développement durable, et qui aboutit à des conclusions qui sont tout à fait différentes de celles que vous avancez. Il y a eu des rapports d'expertise sur le naturalisme et la question avec le Conseil national de protection de la nature en 2013, qui dit
Tout ce qui est envisagé en matière de respect de l'environnement ne va pas, il faut tout reprendre à zéro. Donc les rapports d'expertise ne tiennent pas. Je crois, et l'action, ça n'est pas d'envoyer de la police pour aller tuer des gens comme à Sivens, en 2014, un jeune homme de 25 ans. Ça n'est pas d'employer les gendarmes et les policiers qui effectivement ont autre chose à faire en ce moment, c'est de réfléchir, de remettre les personnes autour d'une table, et quand les discussions auront été faites, en s'écoutant réellement et en étant prêt à évoluer intelligemment. Mais ça n'a pas eu lieu déjà, cette concertation n'a pas eu lieu, Hervé Il y a eu 2000 réunions publiques, il y a eu 7500 personnes qui ont participé à la DUP de 2008. Il y a eu un nombre considérable de rencontres. Il y a eu des commissions d'experts qui se sont mis en place. Il y a eu des négociations qui ont été engagées. Tous les actes ont été faits. Donc je ne vois pas pourquoi vous voulez en rajouter tout le temps. Je veux dire, on a l'impression de vouloir gagner du temps. Vous dites que c'est une décision qui a 52 ans, mais aujourd'hui, quand regardez en 2003, lorsqu'on a fait des estimations sur ce que serait l'évolution des vols, les gens qui étaient contre disaient en 2020, il y aura 2 800 000 voyageurs. Les gens qui étaient pour, c'était la DGAC, disaient en 2020, il y aura 4,4 millions. Eh bien, les 4,4 millions, ils ont été franchis dès 2015. Et vous savez ce que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Ça prouve quoi? Vous le savez, c'est que le nombre de mouvements d'avions n'avait pas été anticipé. Que l'évolution du nombre de voyageurs progresse. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le prix d'un billet d'avion a largement diminué et qu'il y a de plus en plus d'usagers et de plus en plus d'utilisateurs de l'avion. Ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça répond aussi à une demande, à une attente. C'est aussi un département qui évolue très vite en termes de démographie et qui a par nature des besoins qui s'accroissent. Alors si vous n'êtes pas capable d'y répondre, eh bien, vous pouvez toujours essayer de faire avancer votre développement économique, votre tourisme, vos réalisations de logement en vous disant, écoutez, j'ai pas de solution, mais je me tiens à des raisonnements qui sont complètement... François de Rugy, le chantier ne commencera jamais en 2017 quand on vous écoute. Tous les trois sur ce plateau. Moi, je ne suis pas président de la République, je ne suis pas Premier ministre, je ne suis pas ministre du gouvernement, donc ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Ce que je sais, c'est qu'initialement, le chantier devait commencer en 2012 et que l'aéroport devait être inauguré en 2017. Le quinquennat de François Hollande, un hasard lié à la conjonction des calendriers, devait être le changement. Par contre, ça, c'est une réalité du changement. Le quinquennat de la réalisation de ce projet d'aéroport. Il sera manifestement le quinquennat de la non-réalisation. Pour lequel vous avez voté. Malgré une tentative forte en 2012. Je vous rappelle quand même que c'était Jean-Marc Ayrault qui était Premier ministre et qui était quand même très impliqué dans ce projet, puisque en tant que maire de Nantes, il avait défendu ce projet pendant plus de 20 ans. Il se trouve d'ailleurs que dans le résultat de la consultation d'hier, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les habitants de Nantes sont les premiers concernés, à bien des égards. Ils se sont partagés exactement à 50-50. Il n'y a eu que 100 voix d'écart. Allez, 100 voix en plus pour le oui. Mais 50-50 dans la ville de Nantes. Vous vous rendez compte? La ville de Nantes dont le maire avait attaché son nom à ce projet. Ça montre aussi que des années et des années après, eh bien, malgré tous ces arguments, c'est pour ça que je n'ai pas spécialement envie de refaire le débat ce soir, argument contre argument. Les habitants de Loire-Atlantique sont toujours divisés. Ce projet ne rassemble pas, ne fédère pas autour de lui. Vous le savez, Joël Guerriau, il y a une tradition de culture politique dans l'ouest de la France, en Bretagne, à Nantes c'est assez marqué, de se rassembler, de se fédérer autour de projets, même quand on a des divergences politiques et quand on a parfois des compétitions électorales. Eh bien, sur ce projet, ce n'est pas le cas. Le résultat du référendum, de ce point de vue, est éloquent. Ouais. Qu'est-ce que ça dit de l'état du pays, selon vous, situation, Joël Guerriau? Moi, je pense que les motivations de vote sont très divergentes. On ne peut pas considérer que les gens qui ont voté dans un sens ou dans un autre est exactement sur le Ça a pu se transformer en référendum pour ou contre le gouvernement par endroit, selon vous? Oui, mais je ne pense pas que ça a beaucoup joué. Sincèrement, je ne pense pas que ça a joué. On l'aurait remporté à ce moment-là. Je pense que ce qui a essentiellement compté, ça a été la question de la proximité. Parce que quand on regarde le nord et l'ouest du département, très massivement, à plus de 60%, il y a eu des votes pour le transfert vers Notre-Dame-des-Landes. Quand on regarde vers le sud, on a un effet beaucoup plus écrasé et les villes qui sont les plus proches mais qui ne sont pas touchées par le survol des avions ont voté la proximité en considérant que finalement l'aéroport là où il se trouve est plus axé en termes d'accès et puis que c'était finalement aussi une valeur du Sud-Loire. Donc ça a été des arguments qui ont compté. Et on n'est plus là dans une démarche où on peut raisonner, où tout le monde sera unanime. C'est pas possible. On voit bien que dans la politique, il y a des décisions à prendre qui ne sont pas toujours faciles à prendre parce que, bien
évidemment, vous ne pouvez pas mettre la proximité partout. Il y a ceux qui sont au nord préféreront l'avoir au nord, ceux qui sont au sud préféreront l'avoir au sud. Et vous avez un certain nombre d'arguments comme cela qui ne sont pas des arguments que vous pouvez traiter. Vous ne pouvez pas arriver à vous dire on finira par se mettre tous d'accord autour de la table. Non, il y a des points qui sont des points d'ancrage qui font des blocages. D'où le choix politique. On a moins d'une minute pour conclure ce débat. Hervé Kempf, je le disais, et cette décision, cette consultation intervient alors qu'il y a le retour des écologistes au gouvernement. C'est un sentiment de trahison qui dominera selon vous ? Non, vous savez, je crois que toutes les personnes, elles sont très nombreuses à travers la France, parce que cette question ne concerne pas seulement ni la Loire-Atlantique, ni d'ailleurs seulement la Bretagne et les Pays de Loire. Ça concerne toute la France. Je crois que beaucoup de gens dans notre pays, de citoyennes et de citoyens, sont préoccupés tout simplement de la question écologique. Ils ont compris que la question du climat, c'était pas juste pour un traité et puis en parler à la radio, que c'était quelque chose d'important. Ils ont compris que la crise écologique était importante. Ils ont compris que le développement économique tel qu'on le concevait en 1950, ou il y a 50 ans, au temps de Concorde, c'est plus la même chose aujourd'hui et qu'on doit faire autrement. Et je crois que là, vous avez employé un terme juste, François de Rugy, le rassemblement, quand manifestement, dans une région qui effectivement la Bretagne est souvent capable de se réunir et de se rassembler sur des objectifs communs, on n'y arrive pas, il faut avoir l'intelligence de rediscuter calmement. Merci. C'est la fin de ce débat. Pardon, Joël Guerriau. Merci François de Rugy. Merci Hervé Kempf. Fin de cette édition de Sénat 360. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, votre rendez-vous. On va plus loin avec Sonia Mabrouk. Très bonne soirée à tous.